Allez, il est 56, donc start recording, le recording est parti, et start streaming. Feu! Bon, We faut want to arrêter de dire start des the stream. conneries. C'est ça, à partir de maintenant, on n'a plus le droit de dire de bêtises. Jamais. Mmh. C'est faux, c'est faux. Moi, non, il paraît. C'est faux, on va dire plein de bêtises. Car c'est le principe de Twitch. Alors, je vais... Donc là, tu vois qu'on est en live, c'est parfait. Je vais aller modifier les infos du stream. Ce n'est plus un tournoi de Scribble, c'est retour au rapport Racine. Mettre un R majuscule quand même. Catégorie. Just chatting. Nous allons juste parler du rapport Racine. Le public, c'est tout le monde, évidemment. Tag art, s'il vous plaît. Art, artisanat du papier traditionnel. Mais Mon dis donc, Dieu. il s'est passé. Comics, peut-être. Ouais. Est-ce qu'il y a comics? Comics et bande dessinée, voilà, parfait. Français, festival, illustration, dessin. Ah, il y a en plus tous les tags qu'il y avait avant nous. Langue du stream, c'est en français. Oui, oui, c'est clair. Et ensuite, pour valider tout ça, je suppose qu'il suffit de faire entrer. Ou que le bouton pour valider est caché par mon écran. C'est un problème. Hop là. Hello Tony Concrete dans le chat. Hello. Tiens, Tony Concrete, j'ai un petit problème Voilà, faut juste quitter. pratique. Tiens, dis-moi si les infos du stream sont les bonnes chez toi. Si tu les as quelque part. Parce que là, j'ai fait modifier les infos du stream, mais j'ai l'impression que je n'avais pas accès au bouton pour dire OK. Ah, mais tout simplement, je peux aller là. Hop. Ah, voilà. Non, c'est bon, j'y suis. Alors, retour au rapport Racine. On y est. De toute façon, on est en avance, hein, donc on a encore 2 minutes, ce qui est équivalent à peu près 10 années-lumière À l'époque internet. en stream. Retour ouais, au rapport Racine, catégorie Just Chatting. Public tout le monde, oui. Comics. On va rajouter ça. Hop, en temps internet 10 ans. Yes. Et voilà, et cette fois on est sûr que les infos sont les bonnes. On est prêt. On est prêt, on va juste attendre les gens. Et puis, ben, dès qu'il y a un peu de monde, et je pense dès qu'il est 14h, de toute façon, on y va, hein. Yes. Donc, hop, bonjour le chat, bonjour Twitch. Et on voit où il y a du monde. C'est juste dans les commentaires ou alors, on va voir les gens qui commentent, et si on veut voir le nombre de gens dans le chat, je crois que peut-être Tony pourra nous dire ça. Pour l'instant, on les voit pas ici. Il y a un petit endroit où on peut aller les voir, mais là, notre retour est trop petit. On va pas se risquer à ça. Donc, on va attendre juste 3 secondes. Il y en a 6 présentement. Donc là, il y a déjà 6 personnes qui sont en train de nous regarder. Caresser le chat. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur cette émission donc, où on va... Excusez-moi. Alors, bienvenue sur cette émission où on va faire un retour sur le rapport Racine. Donc, rapport Racine qui s'intitule L'auteur... Non, c'est à l'envers. L'auteur et l'acte de création. Sortez les miroirs, faut dire à l'envers. De Bruno Racine. Alors, je vais vous mettre dans le chat immédiatement un petit lien vers le rapport Racine. Si vous voulez le suivre pendant qu'on vous indiquera les endroits qu'on lit au fil de cette intervention. Donc, l'idée de cette émission, c'était de revenir sur ce rapport. Le lire en intégralité, ça ne va pas être possible. On a 2 émissions de 2 heures. Et tout lire du rapport Racine, ça peut en prendre à peu près 6 à 7 heures à voix haute. Enfin, le lire en le commentant, quoi. Donc on va pas faire ça. Au lieu de ça, on s'est réunis donc avec Laure Bettinger, qui est avec moi aujourd'hui. Pour ma part, je suis Perceval Robin. Donc moi, je suis juste un artiste-auteur intéressé à ces questions et qui participe au festival Central Vapeur. Tandis que Laure est la caution sérieuse de ce stream. Moi, je venais pour faire des blagues. Donc, Laure, donc toi, tu es conseillère à Central Vapeur Pro. C'est ça.
et tu as une formation juridique en fait et administrative sur les questions qui concernent les auteurs. Ouais, absolument. Donc je suis à Centrale Vapeur, je conseille sur tout ce qui est le droit social, le droit fiscal, la propriété intellectuelle, tout cet environnement juridique. Nickel. Et donc du coup, Laure pourra nous éclairer sur plein de points de ce qui apparaît dans ce rapport. Donc pour le faire très rapidement, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas, n'ont aucune idée de ce qu'est le rapport Racine, euh, c'est un rapport en fait qui a été commandé par comment? Franck Franck Riester. Riester, son nom m'a échappé, qui a été commandé par Franck Riester quand il était ministre de la Culture avant Roselyne Bachelot, et qui était en fait pour lui faire un état des lieux de l'état de la création et des auteurs, enfin, des conditions de vie des auteurs en fait en France, et quelles mesures on pouvait prendre pour améliorer leurs conditions de vie en fait, et de travail, genre qu'est-ce qu'ils pouvaient faire en tant que ministre de la Culture. Et donc il a commandé ce rapport, on se demande un peu pourquoi, et d'ailleurs ça va être, vous le voyez sur notre petit plan qui est juste là, ça va être un des premiers points qu'on va aborder. On va faire un bref historique de pourquoi, en fait, le rapport Racine. Qu'est-ce qui a pris Franck Riester de demander un rapport qui, on le verra plus tard. Donc la première partie, ça va être sur le contenu même du rapport. La deuxième partie, qui sera dimanche soir, on viendra sur la réception du rapport et ce qui s'est passé après. Et ce qui va se passer plus tard, peut-être. Euh, donc là, pour le premier point, ça va être ça, c'est pourquoi commander un rapport qui finalement maintenant est un peu une épine dans le pied du ministère de la Culture, on dirait. Ouais, donc Franck Riester, il a commandé ce rapport à Bruno Racine, qui est un haut fonctionnaire qui a travaillé au ministère de la Culture, dans le domaine de la lecture publique. Il l'a commandé en 2019. Et je pense que ça, c'est lié aux nombreuses mobilisations qu'il y a eu, surtout à partir de 2014, qui est l'année de la création des États généraux de la BD. La même année, il y avait eu l'IRSEC, qui est donc la retraite complémentaire des artistes-auteurs, avait annoncé une réforme qui allait augmenter fortement les cotisations à la retraite complémentaire. Il y a eu une assez grosse mobilisation à cette époque-là. Il y avait une grève des dédicaces à Saint-Malo. Ensuite, en 2015, il y avait aussi eu une manifestation des artistes-auteurs à Angoulême. Alors, donc je t'arrête juste un instant. La réforme des retraites, c'était bien cette espèce de projet genre qui concernait toutes les retraites, mais qui du coup prenait mal en compte le statut des auteurs, ou c'en était une différente, Bah, parce qu'il y en a eu deux autres. ouais, il y en a eu deux en fait. Il y a eu d'abord en 2014 la réforme de la retraite complémentaire des artistes-auteurs spécifiquement, puisque c'est un organisme en particulier qui s'occupe des artistes-auteurs, c'est l'IRSEC. Et les artistes-auteurs, pour la retraite complémentaire, ils dépendent vraiment d'un régime particulier. Et donc cette manifestation en 2014-2015, c'était lié spécifiquement à cette retraite complémentaire qui ne concernait que les artistes-auteurs et dont le taux de prélèvement allait augmenter. Et ensuite, il y a effectivement eu, je crois que c'est en 2015 que ça a été annoncé, la réforme des retraites, quelque chose comme ça. Et enfin, je veux dire, la réforme générale, elle a aussi déclenché une mobilisation. Il y a pas mal d'assauts d'artistes-auteurs qui ont créé un site qui s'appelle Extinction culturelle et qui justement demandait à ce que cette réforme générale des retraites, elle soit quand même adaptée à la situation spécifique des artistes-auteurs qui n'avaient pas de gros moyens, qui avaient des carrières en plus qui varient dans le temps. Donc il y a eu deux éléments quoi, au niveau de la retraite. Il y a eu d'abord la retraite complémentaire des artistes-auteurs et ensuite il y a eu la réforme générale qui concernait entre autres les artistes-auteurs. Et dans les deux cas, du coup, les auteurs et autrices qui étaient dans la galère déjà depuis des années, dont la situation se détériorait, se sont mobilisés. Et c'est en fait un peu ces mobilisations-là qui ont mis le ministère au pied du mur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ça devenait de plus en plus difficile de faire semblant que tout allait Mhm. bien, alors que ça se mobilisait dans tous les coins. Notamment, moi là j'ai une copie des États généraux de la bande dessinée. Je me souviens, j'étais à Angoulême quand il y a eu le rendu de ça. C'était en 2016, il me semble. Mhm. Et, c'était un peu. Alors, je vais vous mettre dans le chat les états généraux de la bande dessinée. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le chat, il sera là en replay aussi. Donc, si vous êtes en replay, vous allez avoir les liens aussi. Euh,
Et quand vous lisez ça, en fait, c'est un peu toutes les idées que vous vous faites la façon dont vivent les auteurs de bande dessinée, c'est-à-dire assez mal, sont vraies. Vous lisez ça et vous dites, ah mais oui, en fait, c'est même pire que ce que je pensais. Donc c'est des gens qui prennent pas de vacances, qui prennent pas de congé maladie, enfin, faut jamais être malade, faut travailler tout le temps. Et faut pas être enceinte, par exemple, Ouais. faut pas avoir besoin d'un congé paternité ou maternité. Enfin, bref, la liste un peu des choses auxquelles cotisent les artistes-auteurs et dont ils ne bénéficient pas était déjà assez longue, ce qui explique pourquoi ils sont mobilisés en fait contre ces réformes-là. Mm. Et ça a fini par, en fait, comme toutes ces réformes-là arrivaient, tout le monde en a parlé. Comme tout le monde en a parlé, sont arrivées des choses pour mettre en fait à plat tous les problèmes, donc les états généraux de la bande dessinée. Et ensuite, bah, le ministère, alors je sais pas si c'était pour temporiser ou si c'était vraiment une grosse volonté d'action, mais a demandé ce rapport, le rapport Racine, quoi. Mm. Mais déjà, ce que je trouve intéressant avec les états généraux de la BD, c'est que ça s'est créé avec l'objectif de justement créer son propre rapport sur... on a un sentiment de paupérisation, mais on veut des données factuelles pour se rendre compte de ça. Et donc, ils ont créé un comité scientifique avec justement des sociologues, des économistes, des universitaires qui ont fabriqué leur propre enquête, quoi. Et c'est intéressant de voir que le ministère, lui, il a aucune donnée statistique sur les artistes-auteurs. Et c'est d'abord les artistes-auteurs qui ont dû saisir du truc, organiser leur propre comité scientifique pour avoir des données. Puis je pense que c'est quand même les données catastrophiques des états généraux de la BD qui ont un peu... Ouais, qui ont poussé ça. Ouais. Alors, sachant que c'est dans le rapport Racine, donc si vous vous mettez à lire ce que je vous conseille, ça se lit très très bien. C'est très bien rédigé. Mm. Il n'y a pas trop de jargon administratif. Donc c'est vraiment très lisible. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est que c'est très bien hiérarchisé. Et ça va être notre deuxième point plus tard. Mais avant ça, je pense qu'on peut encore continuer un petit peu sur l'historique, parce que là, on a vraiment brossé un tableau à grands traits. Si à un moment dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, hein, bien sûr. Euh, oui, dans le rapport, donc, il y a cette espèce de hiérarchie, et à un moment, il parle, genre, une des mesures recommandées par le rapport, c'est l'établissement de statistiques fiables, en fait, Mm. d'un espèce de thermomètre, c'est-à-dire le rapport souligne le fait que il a fallu faire une grande enquête pour savoir où en étaient les artistes-auteurs, mais même en faisant cette grande enquête, c'est compliqué en fait de savoir vraiment, d'avoir des chiffres représentatifs, parce que au centre du rapport, il y a quand même l'idée que définir ce que c'est qu'un auteur, bah du coup, l'auteur pour l'instant est subordonné au fait qu'il fait une œuvre, et Voilà. comme définir une œuvre en soi, c'est déjà aussi un problème Mm. juridiquement, et ben ça fait que c'est assez flou. Genre, Mm. c'est plein de jurisprudence. Là-dessus, peut-être toi, tu as plus Ouais, alors quand même d'éclairage. la définition un peu administrative qu'on peut retenir, c'est que pour un artiste-auteur, c'est qu'il crée une œuvre d'art, une création originale au sens du code de la propriété intellectuelle. Donc c'est ce code qui définit le droit d'auteur et qui explique un peu bah, c'est quoi une œuvre originale, qui donne des exemples mais qui donne pas une liste exhaustive de ce que sont des œuvres d'art. Et ensuite, ce qui fait que quelqu'un est un artiste-auteur, c'est le fait qu'il reçoive une rémunération en contrepartie de ça et qui cotise auprès de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais même avec ça, on s'est rendu compte qu'avec la Maison des artistes et la GSA, tout le monde n'était quand même pas bien identifié. Il y avait des personnes qui passaient à la trappe et en fait, on n'a pas de chiffres précis sur il y a combien d'artistes-auteurs, et d'ailleurs, c'est quelque chose que Bruno Racine répète plusieurs fois, c'est que il a essayé de trouver, il a eu du mal à trouver des sources en fait sur cette population d'artistes-auteurs. Mm. Oui, parce qu'en plus, il y a des situations très très diverses, hein. Il parle, enfin, Bruno Racine parle dans son rapport à la fois des auteurs, hein, dont c'est le métier, genre qui passent Mm, leur vie à faire ça. Mais par exemple, enfin, dans la définition, quelqu'un, genre un diplomate qui fait un mm, livre, qui écrit un livre, bah, son métier c'est diplomate, mais comme il a écrit un livre, c'est aussi un artiste-auteur pour son livre. mm. François Hollande est un artiste-auteur. Absolument. Mais Il a écrit un livre. quasi tous les ministres, hein. C'est, je vous conseille Voilà. d'aller voir la déclaration d'intérêt de Dupond-Moretti
pour voir ce qu'ils touchent comme droit d'auteur. Ah ouais, il y a ça dans les Et déclarations d'intérêt ouais, des ministres. il doit tout déclarer. Et du coup, Moretti, bon, il s'en sort C'est pas mal. très correctement. Il est Je pas à la pense que lui, ramasse il n'a parmi pas de les artistes problème auteurs. pour dépasser les seuils ou ce genre de trucs. Ça va. Et donc voilà, c'est Mhm. compliqué. Ce qui est compliqué, ce que souligne Bruno Racine, c'est que il faut défendre les intérêts des artistes-auteurs, mais les artistes-auteurs ont plein d'intérêts différents. Mm. Et coucou Yvain Murmure qui nous rejoint dans le chat. C'est à cause du communautarisme des auteurs, ça, ils ne font rien pour s'intégrer. Mm. Exactement, on fait sécession, hein. D'ailleurs, tu vois, ici, on est dans une cabine dans les bois. C'est On clair. reste avec des chats blasés, alcooliques, comme Mm. nous, qui écrivent des livres, sûrement, tu vois, genre... Mm. c'est- Mais tous les auteurs sont bientôt... des marginaux, non? Finalement. Exactement. Mm. Et alors, vous verrez dans la partie 2, on vous lira les réactions au rapport Racine, évidemment, de Franck Riester, puis ensuite de Roselyne Bachelot, qui sont assez récentes. Et dans les réactions de Franck Riester, il y a des petits morceaux sur Ouais. les auteurs. Il y a des C'est pépites. J'aime bien. c'est Pâtre grec, ces grands errants qui ont décidé de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est assez paternaliste en fait. Complètement. Ouais, complètement. Mais peut-être qu'on peut passer à la partie 2. Si dans le chat vous avez encore des questions sur les origines du rapport, mais je crois qu'on a un peu fait le tour. Moi j'avais pris, alors dans mes notes j'avais noté quand même, ce qu'il y a de marrant c'est que, enfin pas de marrant, mais ce qu'il y a d'actualité, Mhm. c'est que suite au hashtag Paye ton auteur en 2018, il y avait eu la création de la Ligue des auteurs pro. Ouais, absolument. Ce hashtag Paye ton auteur, il avait été créé en 2017. Il y avait une mobilisation sur les réseaux sociaux pour demander au Salon du Livre de Paris de rémunérer les auteurs qui participaient au débat ou aux présentations publiques. Et il y avait une grosse tractation là-dessus. Le Salon du Livre a longtemps refusé. Et puis ça a fini par marcher, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils avaient quand même réussi à médiatiser pas mal cette question. On avait entendu parler des auteurs. Et c'est vrai que c'est ce qui a donné suite à la création de la Ligue des auteurs professionnels, qui s'est créée comme association. Et là, tout récemment, ils ont fait un référendum auprès de leurs adhérents pour devenir un syndicat et vraiment se concentrer à fond sur la représentation des intérêts des auteurs. Ouais, ça c'est tout récent, je crois. Il y a eu plus de 90% des adhérents Mm. qui ont de la Ligue des auteurs pro qui ont voté pour que ça devienne un syndicat. Ce qui est intéressant parce que plus tard on va parler de la représentation des auteurs. Vous voyez ce petit smiley triste là? Ouais. C'est la représentation des auteurs. Ah, mon stylo est en fond vert, c'est intéressant. Ah oui. Mes questions comme ça, à brûle pour point, qui me vient tout de suite. Mais si on donne de l'argent aux auteurs pour leur travail, est-ce qu'ils risquent pas d'arrêter leurs 4 autres travails? Mais c'est ça. Il y aura plus personne pour surveiller les enfants à la cantine, c'est ça C'est ça. ou- Qui va faire des ateliers créatifs dans Mm. les écoles? Mm. On va pas embaucher du personnel quand même. Ah non. Ce serait le socialisme. Euh, Hey, coucou Elsa, qui nous rejoint dans le chat. Installez-vous, prenez un café, posez-vous. Alors, j'ai pas mis le petit feu de cheminée. J'aurais Oui. dû le mettre là. C'est la dernière C'est- place qui restait sur cet écran. J'ai préféré mettre plus de chats. J'ai exigé les chats, c'est ma Mm. faute. Alors, il y a deux choses qui nous attendent. Donc, il y a la logique du rapport qui est expliquée assez rapidement donc en préambule du rapport. Avant ça, il y avait un petit point donc dans la première partie du rapport Racine, qui est toute la partie constat, en fait, Mm. avant la partie 2, qui est la partie proposition. Dans toute la première partie du rapport, il y a un moment où le rapport Racine s'attarde un petit peu sur l'érosion des revenus. Là, on est à un quart d'heure de stream. Je pense qu'on a le temps de le lire. Ouais, c'est clair. Donc, est-ce que tu veux le lire? Est-ce que tu veux que je le lise? Bah vas-y, je t'en prie, je prendrai la suite. Allez, c'est Par parti. contre, il y a Salomé qui dit qu'on a fait un très bon choix de chat. Ce qui est Ah, hyper dur à prononcer, choix de chat au passage. est-ce que c'est pas les meilleurs? Alors, je vous laisse leur donner des noms dans le Mm. chat. Ils viennent de ma collection personnelle de chats qui boivent des trucs. Est-ce que t'as des chats qui font d'autres choses? Alors non, c'est très spécifique. D'accord. J'ai vraiment un dossier avec plein de chats en train de boire différentes boissons. Parce qu'en fait, il y a des gens qui prennent comme ça leur chat quand il a l'air d'être en train de boire le truc qui est sur la table. Et voilà. J'adore les C'est- gens. C'est une collection. Je ne la partage pas, elle est privée.
Alors, c'est parti. Donc, si vous suivez le rapport Racine, c'est donc 1, 2, 3. C'est à la page 30. C'est l'absence de prise en compte du travail de l'artiste-auteur élude une grande part de son activité. Donc, on commence là-dessus parce que c'est un peu dans les points pivots du rapport. C'est en fait ce qu'on rémunère, c'est plus ou moins l'œuvre et l'exploitation de l'œuvre, mais le travail, ça reste un truc qui n'est pas clairement rémunéré en fait chez les artistes-auteurs. Mhm. Alors, un autre aspect découlant de la place singulière de l'auteur, qui n'est pris en compte qu'à travers son œuvre et les revenus qu'elle procure, le fragilise particulièrement. L'absence de rémunération de son travail. La question n'est pas nouvelle. En 1936, Jean Zay, alors Jean Zay, ministre du Front populaire, hyper important, j'ai découvert son existence en lisant ce rapport. Allez googler Jean Zay, vous ne serez pas déçus, il est à l'origine d'un milliard de trucs. Voilà, gros travail quoi. Et il y a pas mal de choses en fait. Le statut notamment, bah, le rapport va y venir, on va en parler après. En 1936, Jean Zay estimait que l'auteur ne doit plus désormais être considéré, j'ai une voix de 1936, hein, Ouais, j'aime bien, on a vraiment l'impression comme que un c'est le titre. propriétaire, Mm. mais bien comme un travailleur auquel la société reconnaît des modalités de rémunérations exceptionnelles en raison de la qualité spéciale des créations issues de son labeur. Alors, ce qui est intéressant chez Jean Zay, c'est que lui, il veut enfin à l'époque, quand il propose ses lois, en 1936 quand même, il veut rapprocher en fait les auteurs des travailleurs. Il dit ces gens travaillent, il faut qu'ils soient protégés par le même droit du travail que le reste des travailleurs. Et à l'époque, évidemment, ça fait grincer les dents de toute la droite, les mêmes qui vont aujourd'hui vous raconter qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée en toge des œuvres de l'esprit qui tombent sur lui comme ça. Mm. Euh, je reprends la lecture du rapport. Il serait faux de dire que le travail de l'auteur n'est jamais pris en compte, puisque son assimilation au régime général de la sécurité sociale repose sur une fiction de salariat. Donc ça, c'est ce qu'on doit à Jean Zay, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment salarié quand on est artiste-auteur, mais on est quand même pris en compte comme des salariés, parce que on reconnaît qu'on a fait un travail, quoi. C'est donc bien parce que le législateur a choisi de considérer en partie l'artiste-auteur comme un travailleur, ne serait-ce qu'au regard de la protection sociale, qu'il lui permet de bénéficier du régime général. Mais cette prise en compte du travail n'intervient qu'à posteriori, une fois que les revenus sont issus de l'œuvre, elle-même fruit du travail de l'artiste-auteur. Ce qui pose de façon aiguë les conditions de sa subsistance dans le processus de création. Or, l'auteur ne peut pas toujours se permettre d'être privé de ressources pendant ce dernier. Autrement dit, tant que vous écrivez le livre, tant que vous créez votre œuvre, pour l'instant, il n'y a pas d'argent dans le circuit. Et si ça vous prend 10 ans, ou si ça vous en prend même 2, vous devez vivre 2 ans, le temps d'aller voir un éditeur plein d'argent qui passe sur son grand bateau en titane, comme ça, qui s'arrime devant Mm. vous, et qui vous emporte sur l'île de l'argent. À ce stade, et en dehors des opportunités offertes par les politiques publiques ou certains acteurs du privé, seule la pratique de l'avaloir permet à l'auteur de recevoir une somme d'argent pour financer sa création. Dans le secteur de l'édition, 70% des auteurs perçoivent un avaloir, donc ça c'est les avances sur droit que les auteurs touchent, notamment dans le domaine de la bande dessinée. Donc pour 70% d'entre eux, il est inférieur à 3 000 euros. Ainsi, il permet rarement à l'auteur de vivre durant une période de création prolongée. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui avait été souligné par notamment les états généraux de la bande dessinée. C'est en gros, un auteur de BD, c'est quelqu'un qui va de contrat en contrat. C'est-à-dire, vous faites un livre, Mm. pendant que vous avez encore de l'argent de ce premier livre, vous essayez d'en vendre un deuxième qui vous redonne de l'argent, ensuite en troisième, et ainsi de suite. Et c'est un peu comme ça que les gens vivent, et si le livre ne se vend pas de manière exceptionnelle, n'est pas réimprimé, souvent, l'avaloir, l'avance sur droit, c'est le seul argent que touchera l'auteur, en fait. Ce qui le rapproche quand même vachement d'un salaire, hein, dans les faits, mais dans la loi, c'est des droits d'auteur. Toutefois, le régime juridique de l'avaloir n'est pas clair. Merci, rapport Racine. Théoriquement, il constitue une avance sur droit que l'artiste-auteur pourrait tirer de l'exploitation de son œuvre. Aussi, en cas d'abandon du projet ou d'un nombre de ventes inférieur au projet réalisé, l'éditeur serait en droit de demander à l'artiste-auteur de rembourser cette somme. Ouais. C'est vrai, c'est une avance sur droit. Si les droits sont pas... Alors, dans les faits,
les éditeurs le font pas parce que ce serait une horreur absolue. C'est-à-dire, vous avez touché un salaire pour faire un livre, vous êtes engagé, puis vous l'avez mangé, hein, cet argent, et on vous dit, mais en fait, rembourse-moi ton livre qui s'est mal vendu. Si cette hypothèse se réalise rarement, même lorsque les droits issus de l'œuvre sont inexistants ou inférieurs au montant versé à titre d'avaloir, et est écartée par le contrat d'édition réalisé par le CPE et préconisé par la SGDL. Donc ça, c'est des contrats type préconisés, mais il n'y a rien de contraignant. Pour l'instant, un contrat qui contraint les éditeurs, ça n'existe pas. Elle ne saurait être exclue. Ainsi a été portée à la connaissance de la mission la demande de remboursement partiel d'un avaloir formé par l'éditeur auprès des ayants droit d'un auteur décédé. Mais ça, c'est La incroyable. grande classe. Mm. Donc en fait, ça, c'est dans les enquêtes qu'ils ont fait auprès des auteurs. Et il y a des gens il y a des éditeurs qui sont allés voir des héritiers de quelqu'un qui lui ont dit au fait, Mais oui. l'auteur est mort, rendez-nous son argent. Bravo. Pour un montant d'environ 500 euros. Il n'y a pas de petit profit. Sur un avaloir de 900. En outre, certains éditeurs appliquent parfois un mécanisme de compensation interdroit qui les conduit à retenir au titre de la valeur versée des sommes. Bon, là, on rentre dans des détails sordides. Mais grosso modo, pour éviter ce genre de choses-là, adhérez à Central Vapor Pro, je dirais, si vous êtes professionnel. Non, mais c'est vrai Et ne que... signez pas des contrats qui vous disent que vous devriez rembourser votre avaloir si le truc gagne pas assez, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a... Bon, pour rassurer, au niveau de l'avaloir, il y a quand même de plus en plus souvent cette clause où l'éditeur dit que l'avaloir est acquis, même s'il n'est pas compensé. Mais par contre, ce qu'il y a beaucoup, c'est ces clauses de compensation interdroit. C'est-à-dire, par exemple, si votre éditeur, il vous a d'abord fait un contrat d'édition pour la France, mais qui va aussi le vendre, par exemple, en Espagne pour une traduction, et ben, ce qu'il peut faire, c'est il récupère son avaloir sur les cessions à l'étranger, tu vois. Donc Genre, en si le gros, bouquin se vend bien à ouais, l'étranger, il rembourse l'avaloir qu'il ouais, vous a versé avec les ventes à ouais, l'étranger. exactement. Alors il y a ça, et aussi il y a les compensations intertitres. C'est genre, t'as édité plusieurs titres chez le même éditeur, et ça a pas marché le premier, et ben il va se rembourser avec le second. Enfin, il y a des clauses terribles dans les contrats d'édition, Voilà, donc c'est pas des et bonnes pratiques, c'est ça. mais il y a des éditeurs qui les tentent, quoi. Exactement. Si ça passe, c'est toujours ça de gagner. Et il y a même des clauses illégales parfois dans les contrats, et c'est ça en fait. T'as des éditeurs qui tentent, et puis ça passe, ben ça passe, quoi. C'est ça, parce que, autre point du rapport Racine qu'on lira pas en détail, la plupart des auteurs sont mal formés sur leurs droits, Mm. les connaissent pas, savoir ce qu'on a le droit vraiment en droit français de mettre dans un contrat d'édition. Mm. Puis Faut ça se quand même, complexifie en plus, tu vois, ces compensations intertitres et interdroits, tu m'en aurais parlé il y a un mois, tu vois, tu peux aller dans dans des détails, quoi. C'est vrai que quand maintenant tu as des contrats de 15 ou 20 pages, ben en fait c'est un boulot qui prend du temps, quoi, de lire et analyser des contrats comme ça. Et comme tu disais, il y a des organisations professionnelles qui préconisent des bonnes pratiques, mais il n'y a rien de contraignant. Il y a quelques accords quand même qui ont été réalisés entre des éditeurs et des auteurs et qui ont été généralisés à l'ensemble de la profession, Mais c'est des pratiques, c'est c'est pas marginal, quoi. des... Il y a Ouais. quelques accords obligatoires maintenant, quand même. Ok, Il y en a nice. eu un en 2014, notamment sur le contrat d'édition à l'ère numérique, qui contraint certaines choses, mais voilà, c'est pas sur tous les points. Nice. Donc ça, c'était sur un des points qui nous semblait hyper important Mm. quand même dans la prospection du rapport, en fait, quand il fait l'état des lieux. Maintenant, on va peut-être passer au point numéro 2 de cette émission, la logique du rapport Racine. Et là, je vais peut-être te laisser lire. Donc, c'est page 4. Donc, ça, c'est dans le préambule, en fait. Alors, si vous lisez le rapport, en vrai, moi, donc, je l'ai lu intégralement assez récemment. Mais parce que, comme plein d'artistes-auteurs, je pense, je l'ai lu en diagonale. Et comme le rapport est bien fait, dès le début, il y a sa logique, ses préconisations qui sont plutôt claires si on fait partie de ce milieu-là. Et on se dit, bon, le détail, ça va, je le regarderai plus tard, quand j'aurai le temps, ou quand je ferai un stream pour Télé Centrale. À ce moment-là, je lirai le rapport Racine. Euh, alors, sachant que j'avais une lecture, peut-être je ferai une lecture en audiobook après, pour l'avoir en intégrale, un Mm. audiobook du rapport Racine, je me dis que ça peut être bien.
T'as un très long trajet en voiture, tu vas en C'est ça. Bretagne, tu te fais le rapport Racine en route. Et je mettrais des plot twists au rapport Racine. Hein. Quand soudain débarque dans le rapport Racine sur son cheval blanc, Fantomas. Non, je ne sais pas. Et après, C'est pas- tu fais la suite, quoi. Tu chuchotes ce que raconte Rosine Bachelot. Et des trucs comme ça. Fanfic du rapport Ouais. Racine. Faut faire ça, hein, n'hésitez pas. C'est toutes les... Il est de toute beauté cet overlay. Et merci Télévapeur. Alors, donc ouais, c'est ça. Là, il y a la logique un peu du rapport, donc qui est en page 4. Donc le rapport indique la couleur. Je te laisse lire. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il a mis une hiérarchie Bono Racine et ça coule super logiquement en fait. Alors je vous lis. En proposant un calendrier de mise en œuvre de ces recommandations, la mission souligne que certaines de ces mesures conditionnent les autres. Il s'agit en effet de renforcer les artistes-auteurs collectivement par l'organisation rapide d'élections professionnelles qui permettront de donner corps et légitimité au Conseil national des artistes-auteurs à créer, afin de servir de cadre à la négociation collective avec les diffuseurs. Petit spoil, on est mal barré pour le moment et c'est pour ça qu'on est là. Donc là, quand même, le rapport Racine dit le truc qui conditionne tout, c'est la représentation collective des auteurs, qui pour l'instant n'existe pas ou est fragmentée en fait. C'est comme ça, je crois qu'il l'a défini. C'est ça. Et si on fait pas ça, les autres mesures, ça va être compliqué, quoi. Genre, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, absolument. Et c'est ça en fait, c'est pour Bruno Racine, c'est d'abord tu fais ces élections professionnelles, on a des interlocuteurs représentatifs des artistes-auteurs en face, et à partir de ce moment-là, tu peux négocier, parce que sinon, avec qui tu négocies, voilà. Donc là, d'abord, il faut organiser des élections professionnelles, et là, je poursuis la lecture. Il s'agit de conforter l'artiste-auteur au niveau individuel en mettant à l'étude sans délai la définition d'un contrat de commande prenant en compte le travail de création, en demandant aux organismes de gestion collective de réserver une part de leur crédit d'action culturelle aux aides bénéficiant directement aux artistes-auteurs, part qui ne devrait pas descendre en dessous d'un taux à fixer, en conditionnant toute aide publique au respect des droits des artistes-auteurs, ce principe s'appliquant notamment à la mise en œuvre effective du droit de représentation dans le domaine des arts visuels et à la rémunération de certaines catégories d'auteurs dans les salons et festivals. Alors, rémunération pour les salons et festivals, par exemple, là, il y a une actualité là-dessus, parce que c'est Artistes Auteurs en Action, je crois, qui a proposé, enfin, qui a renouvelé, en fait, son truc de dire, ben, on va pas au Festival d'Angoulême cette année, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille à un endroit faire une prestation, en fait, qui est une prestation d'animation du salon. La raison pour laquelle les gens viennent dans le salon, c'est pour se faire dédicacer des livres. On va pas faire ça si on n'est pas payé, en fait. Et donc, il y a ça a été signé par pas mal d'auteurs plutôt influents. Et, et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, qu'il y a eu les 15 mesures de Roselyne Bachelot, sur lesquelles on reviendra demain. C'est-à-dire, au début, je me disais, bah, la dernière actualité, c'est ça, il se passe rien, et les artistes-auteurs en sont de nouveau à se mobiliser. Et en fait, juste après, Roselyne Bachelot est arrivée sur son cheval blanc et on verra demain. Je vous laisse le suspense. Mettez dans le chat si vous croyez que Roselyne Bachelot a sauvé les artistes-auteurs. On pourrait faire un sondage. Pensez-vous que Roselyne Bachelot a sauvé les artistes-auteurs? Oui, non. Je ne sais pas comment faire un sondage dans Twitch, donc vous pouvez mettre oui ou non, ou des pouces en l'air ou des pouces en bas dans le chat et on comprendra. Vous pouvez crier Jean Zay aussi, ça marche. Oui, vous pouvez mettre Jean Zay dans le chat. Écrire Jean Zay en majuscule. Si, je suis Jean Zay. Alors, donc ça, c'était la logique du rapport. Maintenant, on va passer un peu au dur, au point un peu de pivot, donc au truc dans le rapport qui, pour Bruno Racine, conditionne tout le reste, conditionne la représentation des auteurs. Et ensuite, on passera du temps à lire les différentes mesures. Il y en a 23, donc c'est quand même une lecture, ça va nous prendre un petit moment. Ce sera la conclusion de ce stream, en fait, la lecture des mesures et le commentaire des mesures. On arrivera peut-être à lire les 23. Mais d'abord, on va passer un peu de temps sur ça, sur la représentation des auteurs, ce qu'en dit le rapport, et puis qu'est-ce qui vous représente, en fait, les auteurs qui êtes dans le chat? Dites-le nous en commentaire. Mais d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes adhérent à des organisations
à la Ligue des auteurs pro ou à des organisations comme ça, ce serait intéressant aussi de savoir. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous le dire. Parce qu'il y en a de nombreuses. Et De je très crois d'ailleurs nombreuses. que c'est Mm. dans le passage suivant que tu vas nous lire. Donc c'est page 37, si vous suivez Ouais, avec votre propre rapport Racine. Alors on avait hésité un moment à vous mettre le rapport Racine sur l'écran. En vrai, ça aurait été lisible. Genre, ouais, je dès qu'on aurait fait scroller le rapport, vous auriez été perdu. Et ça n'aurait pas été un instrument pratique génial. Alors que là, vous pouvez mettre ça sur votre poste radio Twitch et pense. nous écouter dans les embouteillages. Euh, En chemin vers la Bretagne. C'est ça, en chemin vers votre bunker de confinement. Oui, bah alors je vais lire ce passage, cette partie 3 qui commence page 37, qui s'appelle Une représentation des auteurs morcelés. Alors, la structuration en organisation professionnelle des artistes-auteurs reflète l'éclatement catégoriel du champ de la création. Une multitude de structures de nature diverses ont pour objet, chacune dans son domaine, de s'exprimer au nom des auteurs et de défendre leurs intérêts. Cette fonction est assumée tout à la fois par des syndicats et des associations, ainsi que par les organismes de gestion collective, les OGC, qui sont au nombre de 22. Alors, du coup, je t'arrête pour faire une parenthèse peut-être sur les OGC. Mais qu'est-ce Ouais. que c'est qu'un OGC? Moi, j'ai lu le rapport, j'étais là. Ouais, c'est peut-être des associations. Genre, est-ce que Central Vapeur est un OGC? Parce que Central Vapeur défend les auteurs, donc Mm. Bah, l'OGC qu'on connaît un peu tous finalement, c'est la SACEM. En fait, les OGC, donc c'est un organisme de gestion collective. La structure juridique, souvent, c'est une société civile à but non lucratif. Et en gros, elles ont leur rôle principal, c'est de gérer les droits, ce qu'on appelle les droits collectifs et les droits individuels. En fait, les droits collectifs, c'est des droits à rémunération auxquels ont droit les auteurs euh, pour certaines exploitations qu'on ne pourrait pas gérer une par une. En fait, bah, par exemple, typiquement, il y a la reprographie en bibliothèque. On peut par exemple photocopier ton œuvre ou ton texte en bibliothèque, mais tu vas pas, l'artiste-auteur, il va pas aller voir chaque bibliothèque en mode oui, je t'autorise à photocopier. Donc, chaque bibliothèque va pas envoyer un petit papier à l'artiste-auteur. mm, On a recopié la page 4, voilà. voilà 10 centimes. Et donc, ce qui fait qu'il existe des organismes comme ça qui sont chargés de collecter des droits particuliers. Donc, il y a le droit de reprographie, il y a le droit de copie privée. Ça, c'est par exemple quand vous achetez une clé USB ou un CD ou un appareil électronique. En fait, vous payez dans le prix une redevance qui seront versées par les fournisseurs à une société qui s'appelle Copie France. Et en gros, c'est pour compenser cette exception au droit d'auteur qui autorise tout un chacun à graver un disque pour l'écouter dans sa famille. Attends là, parce qu'il y a un scoop. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois que un ami à moi Mm. a copié des disques quand il était adolescent, Oui. il aurait dû écrire à cet OGC pour lui dire j'ai copié un disque. Non. Non. La société qui a fourni le disque à ton ami Yes. qui s'est chargée de prélever une redevance, de la fournir à Copie France. Puis Copie France Yes. va fournir cet argent à une société d'auteurs qui va la donner à son auteur. Bon, c'est une nouvelle magnifique pour mon ami. Oui, Il est pas encore hors la il loi. est dans la plus pure légalité. Trop bien. Donc voilà, il y a des droits collectifs comme ça qui existent. Il y a aussi surtout pour les auteurs de BD par exemple, il y a le... Oula, ça grogne dans le chat. Hein. Roi! Ah, mais c'est parce que c'est Vladislav Kotov qui nous dit bonjour. 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 Roi Vladislav. Oui, bon, on va retourner quand même au droit de prêt en bibliothèque. Donc ça, pareil, c'est un truc qui a été créé par la loi. C'est les bibliothèques et les librairies qui les fournissent, elles doivent aussi payer une redevance à la SOFIA. En fait, c'est l'idée que quand on emprunte un livre à la bibliothèque, c'est un peu un manque à gagner pour l'auteur, puisque l'usager, il va l'emprunter, il va pas acheter, donc l'auteur touchera pas de droit d'auteur là-dessus. Donc c'est une redevance qui est censée compenser en fait ce manque à gagner lié au prêt en bibliothèque. Et donc pour revenir aux EGC, voilà, ces organismes de gestion collective, elles ont pour rôle de gérer les droits collectifs pour les auteurs, donc de collecter ces redevances, puis de les reverser aux auteurs. Et ce qu'elles peuvent aussi faire, mais ça c'est un choix, c'est au choix des auteurs, c'est leur apporter leurs droits individuels.
c'est surtout le cas de la musique, par exemple, où c'est vrai que pour un auteur de musique ou un compositeur, c'est devenu impossible de gérer toutes les diffusions à la télé, à la radio, etc. Et du coup, c'est la SACEM qui gère C'est et qui ça. garde la note qui dit vous avez Ouais, été diffusé tant de temps d'antenne, et c'est du coup, ça. vous avez le droit à tant. Ouais, souvent ce qui se fait en fait, c'est les auteurs et compositeurs de musique, ils apportent leurs droits à la SACEM. La SACEM, elle a ce qu'on appelle un répertoire, et en gros, les diffuseurs, ils viennent piocher dans le répertoire de la SACEM et ils payent pour ces diffusions, quoi. Et c'est vrai que ben, quand tu es un auteur de l'écrit, c'est un peu moins le cas, parce que souvent tu fais un contrat d'édition par œuvre, donc souvent on apporte moins souvent les droits collectifs, les droits individuels aux EGC. Donc voilà, c'est ça le rôle principal des EGC. Donc les OGC récoltent les sous Voilà, de choses qui devraient revenir à des auteurs individuellement, donc qui ne oui, peuvent pas être collectés individuellement, oui, et ensuite ils les reversent aux auteurs. c'est ça. Et pour financer ça, ils collectent, ils prennent des frais de gestion dessus aussi. Ok. Et donc parmi tout ce champ des artistes-auteurs, Mm. couvert par les artistes-auteurs, il y a quand même 22 OGC, ce qui est Mm, beaucoup pour garder le compte de qui fait quoi, et c'est ça. de savoir duquel on dépend. Ouais, Voilà. ouais, c'est assez énorme. Et du coup, les OGC, ils ont aussi un autre rôle, c'est qu'ils ont une certaine partie de droits qu'ils vont attribuer à l'action culturelle. Donc, souvent, ils reversent des subventions à des associations, par exemple. Centrale Vapeur, par exemple, elle reçoit des subventions de la SAIF, qui est un OGC qui s'adresse aux auteurs des arts graphiques et des arts visuels. Et elle se donne aussi un rôle qui est de représenter et défendre le statut des artistes-auteurs. Et c'est ce sujet qui fait un peu l'objet de controverses, mais on va en parler. Bah justement, je te laisse continuer, je pense. Je Parce voulais que t'interrompre là-dessus pour il y définir a... OGC pour tout le monde, Ouais, mais là je pense que tu as hyper bien défini ce que c'est qu'un organisme de gestion collective. voilà. Donc quand ça reviendra dans le rapport Racine, maintenant vous saurez, maintenant vous sachez ce que c'est qu'un OGC. Je reprends et justement, on va revenir sur la question de la légitimité des OGC. Donc, disposer d'une représentation idoine constitue un enjeu sensible pour chaque catégorie d'artistes-auteurs. Fut-elle très peu nombreuse, comme en ont attesté il y a quelques années les protestations exprimées par les poètes contre le projet de suppression de leur commission au sein du Centre national du livre. L'attachement à des identités artistiques propres, impliquant des intérêts supposés spécifiques, a ainsi conduit à un émiettement de la représentation des auteurs, parallèlement au traitement en silo que leur réserve le ministère. De nombreuses organisations représentent les artistes-auteurs sous la forme d'associations, syndicats, guildes, ligues, chartes, comités ou réseaux, le cas échéant réunis en fédération. C'est ça, c'est-à-dire en plus des 22 OGC, il y a énormément d'associations, de Mm, collectifs, de chartes, de ligues, ouais, selon en plus les professions, c'est-à-dire si vous êtes poète, sculpteur, vous n'allez pas être dans les mêmes associations c'est que des ça. auteurs de bande dessinée ou des gens qui font de la peinture. Mm. Voilà. Alors il y a quelques organisations qui ont quand même choisi de représenter tous les artistes-auteurs, mais de le découper en sections. Je pense au snack, par exemple, où ils ont le snack BD pour la BD, et puis ils ont des choses par profession, comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est souvent des associations qui sont sur un champ spécifique, par exemple les auteurs de l'écrit, les compositeurs de musique, et puis après, il y a encore ouais, des fédérations, tout ça. Et bah voilà, et on arrive justement à l'effet que ça a, c'est les enjeux communs aux différentes catégories d'auteurs sont donc mal appréhendés et défendus, même si une réelle tendance à l'action commune se fait jour. Les instances de représentation existantes sont trop faibles ou contestées pour permettre un véritable dialogue social. En l'absence d'élections professionnelles, aucune structure ne peut se prévaloir d'être représentative au sens où l'entend le Code du travail. Alors je traduis dialogue social, aller parler aux gens qui ont l'argent, donc les éditeurs par exemple. Mm, Voilà, une espèce d'accord professionnel en fait. mm, Pour ça, il faut quelqu'un qui puisse aller devant les éditeurs et dire, bah, nous on représente ouais. tous les auteurs ou la plus grande partie des auteurs, et maintenant nos conditions c'est ça, pour que voilà. Ouais. Et ça pour l'instant ça n'existe pas pour les artistes auteurs. Ouais, absolument. Où en étais-je? D'où la relative faiblesse des syndicats autoconstitués. Ceux-ci ne comptent généralement qu'un nombre relativement faible d'adhérents, 130 membres au syndicat national des metteurs en scène,
une soixantaine pour chorégraphes associés, autour de 350 pour la guilde des scénaristes. Fort peu parmi les plus anciens et établis peuvent se prévaloir d'une assise plus large, à l'image de la Société des gens de lettres, environ 6000 adhérents. Je préciserai quand même que la Ligue des auteurs professionnels, elle est actuellement qui a été fondée en C'est 2018, plus de 1 donc millier, je crois, de personnes, hein, c'est déjà. même 2200, un truc comme ça en ce moment. Donc tu vois, en 4 ans, 3-4 ans, ils ont quand même réussi à fédérer pas mal de monde, donc c'est intéressant. Ouais, Ça rebat un peu les cartes quand comme ils même. veulent se monter en syndicat, ça peut faire un des plus gros syndicats Mm, en fait au c'est milieu de ça. ça, vu qu'on parle de certains qui sont que d'une centaine de membres. Ouais. Mm. Et l'eau et les vapeurs, je suis un étudiant en école d'art à Strasbourg. Un grand merci pour votre émission très instructive. Bah, avec plaisir, B. Clemsart. Et là aussi, on arrive sur un point intéressant. C'est que les syndicats et les associations, elles fonctionnent en grande partie sur la base du bénévolat et comptent généralement que peu de permanents. Ces associations ou syndicats ne disposent pas de ressources internes équivalentes à celles dont sont dotées la plupart des organisations professionnelles classiques. Et c'est là aussi que la question des OGC va revenir, c'est qu'eux, au contraire, ils ont des moyens financiers et humains qui sont assez importants comparés aux autres associations, et c'est peut-être ça, c'est ce qui fait aussi l'objet de débat, quoi. Comment Ouais. on fait quand on est une association sans permanent pour avoir la même activité qu'un EGC qui a, je sais plus, j'avais regardé, mais il me semble que la SACEM, c'est plusieurs centaines de salariés, tu vois, donc c'est des grosses machines. Même si, bien sûr, ils travaillent pas tous sur les questions de défense des intérêts, c'est quand même des structures qui sont vachement plus importantes, qui ont vachement plus de moyens. Et justement, transition. Vas-y. J'avais noté quelque chose dans le rapport. Alors là, on souligne en fait un peu les choses qui nous ont paru les plus Mm. des espèces de pivots dans le rapport Racine. Évidemment, il y a plein d'autres choses hein, à lire. Donc, ne nous en voulez pas si on ne parle pas d'un point qui vous a semblé particulièrement saillant. En vrai, tout le rapport est intéressant à lire. Mm. Mais comme un des trucs qui est central, c'est la représentation, et que dans cette question de la représentation, il y a les OGC, on s'attarde un peu dessus, et notamment, alors moi j'avais mis un petit marque-page, tu vois, Vas-y. l'argent des OGC. Alors J'aime bien ce nom. il y a deux endroits où on en parle dans, dans le rapport. Alors je vais peut-être commencer par page 45. Ce que vous voyez pas, c'est que dans ses notes, il a des petits dollars dans la marge comme ça. Ça me semblait être le Bah symbole de oui. l'argent le plus clair. J'aurais pu faire Picsou qui saute dans un petit... Ouais, j'aurais bien aimé aussi. Euh, donc page 45, ouvrez vos cahiers à la page 45, vous verrez un endroit où on parle en fait des ressources qui... des aides en fait attribuées aux artistes, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui permet individuellement aux artistes de mener leur carrière et de faire face aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et ce qui est intéressant dans le rapport Racine, c'est qu'on voit qu'en fait de l'argent, il y en a. Genre, il y a pas mal Mm. d'argent, il y a de l'argent qui est versé pour des aides à la culture, mais il est essentiellement concentré sur l'accès à la culture, en C'est fait, vrai. et la création. C'est genre, on va financer des lieux, on va financer on va donner de l'aide aux éditeurs également, à des petites maisons d'édition, des choses comme ça, pour que les œuvres existent. C'est surtout là-dessus que l'aide se concentre. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont juste des aides directes aux artistes-auteurs. Ça, c'est assez rare. Donc alors je vous lis un petit passage là-dessus, et notamment bah, tu parlais des OGC donc, qui collectent tout cet argent et qui en reversent une partie sous la forme d'aide. Là ça parle de ça. Les ressources prévues par le législateur pour financer l'action artistique et culturelle à partir du droit d'auteur ne financent qu'en partie des aides versées aux auteurs. En 2017, les OGC ont consacré environ 125 millions à l'action artistique et culturelle, ce qui est bien. Toutefois, les aides à la création représentent moins de la moitié de ces actions, 43,5%, et parmi elles, donc parmi les aides à la création, peu prennent la forme d'aide directe aux auteurs, sans qu'il soit possible d'évaluer leur part exacte, c'est-à-dire on ne sait même pas combien ça représente exactement. En outre, les dépenses d'action artistique et culturelle des OGC ne représentent que 65% des ressources qui doivent y être consacrées au terme du Code de la propriété intellectuelle.
Donc, dans le code de la propriété intellectuelle, apparemment, ça prévoit que les OGC utilisent 25% des sommes provenant de la rémunération copie privée. Bon, bref, là, c'est du détail qui va me dépasser complètement. Ça rentre dans les chiffres. Ouais, en fait, c'est la question de savoir quel argent ils conservent pour l'attribuer à l'action culturelle. Et ça, c'est prévu par la loi, et c'est pas eux qui ont le choix de Normalement, la ils n'ont pas le choix. proportion, quoi. Mm. Soit 183 millions en 2017. Même si la situation d'ensemble doit être nuancée selon les OGC, parce qu'encore une fois, ils sont 22, donc il n'y a pas 22 situations pareilles, ceux-ci ne dépensent pas la totalité des crédits qu'ils sont tenus d'affecter à l'action artistique et culturelle, et qui ont augmenté de près de 70% entre 2013 et 2017. Donc grosse augmentation des crédits, mais tout est pas reversé en fait, pour des raisons diverses. Il en résulte, ce qui est très positif, une augmentation substantielle des montants dédiés à l'action culturelle par les OGC, qui passe de 77 millions en 2013 à 125 millions en 2017. Mais les comptes font également apparaître une marge de manœuvre de plus de 60 millions pour les artistes-auteurs, qui devraient bénéficier directement ou indirectement de ces ressources des ressources prévues à cette fin par le législateur. Donc en fait, il y a de l'argent dans le système, mais il n'arrive pas suffisamment, même de ce qui est prévu par la loi, aux artistes-auteurs. Et j'ai fait un deuxième petit onglet sur l'argent des OGC. Donc, attends, je revois. Ah oui, en dessous, page 46, si vous avez, si vous voulez lire les pages les plus croustillantes du il y a tout un passage sur le fait que les aides qui sont versées par les OGC et par l'État à par exemple, des associations qui organisent des trucs, sont pas forcément conditionnées au fait que ces associations respectent des bonnes pratiques. C'est-à-dire, par exemple, des associations qui payent pas les artistes-auteurs, alors que c'est une bonne pratique de payer les artistes-auteurs, et peuvent recevoir de l'argent de l'État quand même. Et le rapport Racine dit c'est quand même un peu gonflé. L'État devrait être un peu plus un peu plus montrer l'exemple et dire si on vous donne des subventions, s'il vous plaît, payez les artistes-auteurs. Et surtout que ce qui est un truc qui est assez connu, c'est que par exemple les collectivités, c'est parmi les mauvais payeurs, parce qu'ils ont des délais de paiement illégaux, tout simplement, puisque normalement tu dois être payé à 30 jours. Et ouais, c'est vraiment cette question de l'exemplarité de l'État et de ses émanations. Voilà, l'État n'est pas encore exemplaire, alors c'est vrai que comment tu fais quoi Voilà, c'est ça. C'est l'État qui devrait être l'arbitre entre les auteurs et ce que le rapport appelle les acteurs de l'aval. C'est-à-dire pour les gens qui font des livres, c'est les éditeurs, mais selon les catégories socio-professionnelles, ça va pas être la même chose. L'État devrait être un arbitre, genre c'est un de ses rôles. Mais comment être un arbitre quand toi-même tu fais pas bien le taf, quoi. Genre, c'est très très mal ce que vous faites, mais moi-même je ne vais pas payer cet artiste-auteur. Je trouve que l'argent c'est bien, je le garde. Alors ouais, mon deuxième petit encart sur l'argent des OGC quand même, c'est un moment dans le rapport Racine. Alors là c'est plus dans la partie 2, il me semble, où il commence à parler de... Non, c'est toujours la partie 1. C'est toujours la partie 1. Ouais, c'est page 58, il parle en fait de... Ah non, partie 2. Des moyens. C'est partie 2, c'est monsieur. déjà la partie 2. Ouais. C'est pas au programme la partie 2 normalement. Erreur du streamer français, donc désabonnez-vous si vous avez... non, ne vous désabonnez pas. Adhérez à Centrale Vapeur. Dis-nous tout. Donc, page 58, c'est en fait un moment où le rapport en fait parle des moyens de financer ce qu'il propose en fait. Il propose de faire notamment de la représentation des artistes-auteurs quelque chose d'important, genre de dire il faut des élections qui permettent de créer un conseil dans lequel il y aurait par branche des artistes-auteurs, des gens représentatifs. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il dit mais en plus pour faire ça, on a de l'argent. C'est genre, il y a de l'argent qui dort, qu'on pourrait utiliser pour faire ça. C'est même pas... parce que souvent, vous savez, quand il y a des propositions dans un rapport rendu à un ministre, vous avez le ministre qui arrive très grave à la télévision et qui vous dit « Oui, ces propositions, c'est très très bien, mais l'argent, vous comprenez, on n'en a plus, c'est la dette, la crise, toutes ces choses intéressantes. » Et bien là, figurez-vous que c'est pas le problème. C'est-à-dire, de l'argent, il y en a. Ce que dit le rapport Racine, c'est qu'il suffirait de le réfléchir en fait. Et on peut l'utiliser pour ça. Alors je vous lis le passage. Donc
Les opérations électorales et le fonctionnement de ces syndicats d'auteurs appelleraient des moyens nouveaux de financement compte tenu des faibles ressources dont ces derniers disposent aujourd'hui. La participation des OGC à ces frais pourrait être prévue par la loi, rompant le risque de dépendance pour les représentants des auteurs qui s'attachent aujourd'hui au caractère optionnel de la contribution des OGC pour leur fonctionnement. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui représentent les auteurs, qui touchent des subventions des OGC, mais en fait, du coup, ils dépendent des OGC, ce qui est un problème. À cet égard, les mêmes ressources prévues par le Code de la propriété intellectuelle pour financer des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et des actions de formation des artistes pourraient être employées au financement de la représentation indépendante des artistes-auteurs. Et là, on va arriver dans le dur du sujet. Les ressources pour ce financement existent et pourraient être aisément mobilisées. On rappellera que chaque année, 60 millions relevant à la fois de la fraction des ressources de la copie privée et des irrépartissables. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris, moi, en lisant le rapport Racine, toujours. Hein. J'ai appris beaucoup. Lisez le rapport Racine. Donc, les irrépartissables, c'est de l'argent que collectent les OGC, Oui, mais qui ne peuvent plus réfléchir vers des auteurs. Genre, ils savent ça. plus... la SACEM perçoit des droits sur une œuvre, mais c'est pas possible de Ils payer... n'arrivent pas à identifier l'auteur et à lui reverser ces sommes, ouais. Donc voilà, donc il y Et a donc, des c'est ça. irrépartissables. Ils mettent tout dans une caisse et finalement, on se rend compte que ça représente des millions d'euros, ces Et irrépartissables. même, plus que des millions, restent sans utilisation et nourrissent la trésorerie des OGC, laquelle représente près de 2 milliards d'euros. On sent que t'as failli t'étouffer là, aux 2 milliards. 2 milliards. Non, non, ça, c'est... Bon, T'as parlé un peu de l'habitude du mot milliard, c'est ça? ouais, c'est juste que ça fait une somme énorme, c'est-à-dire Ouais. quand on entend souvent des représentants de l'État parler de réformes ou de machins comme ça, souvent, le milliard, c'est une espèce de barre un peu symbolique de vraiment, t'as envie qu'il se passe un truc, quoi. Avant ça, tu mets quelques millions, ce qui, dans le budget d'un État, est pas très représentatif. Donc ouais, ça commence à faire quand même une sacrée somme. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a des tas, j'avais dit un milliard, mais non, il y a des tas de vidéos sur la comparaison pour donner une espèce d'échelle entre ce que c'est qu'un million et ce que c'est qu'un milliard. Et c'est genre 1 million si genre 1 euro c'est une seconde, 1 million c'est je sais plus peut-être un mois ou j'en sais rien comme Ouais. ça, 1 milliard c'est 37 ans, tu vois, ce genre de truc. Je dis des chiffres au pif, hein, mais c'est cet ordre d'idée-là en fait. Ouais, ça te permet de réaliser un peu les proportions. Ça permet de réaliser qu'entre les deux, c'est plus du même monde qu'on parle en fait en termes de finances. Donc soit une année de droits perçus. Donc voilà, en gros, les OGC ont une année de droits de côté. Ce qui est bien aussi, hein, c'est pour éventuellement, si à un moment les droits baissent, pouvoir continuer à faire des choses. Ce qui, selon la commission de contrôle, représente une prudence maximale. Donc pour l'instant, prudence maximale. Compte tenu des montants en jeu, un mécanisme de financement via les OGC peut donc être trouvé sans gréver leur capacité, c'est-à-dire ça leur empêcherait pas du tout de faire ce qu'ils font déjà en fait. Il y a assez d'argent pour le faire. Il importe en effet de présenter le caractère attractif pour les auteurs de la gestion collective à la française, les OGC étant confrontés à une forte concurrence mondiale. Alors ça, j'ai aucune idée de la concurrence mondiale. Bah oui, c'est vrai que ce passage m'étonnait un peu, parce que pour moi, t'es en France, tu vas adhérer à une société française, surtout qu'en plus, les sociétés françaises, elles ont souvent des accords avec les sociétés à l'étranger, et qui font que tout le monde redirige... Parce que là, cette idée de concurrence, en gros, ce serait genre un auteur qui dit non, je vais plutôt me mettre genre dans un organisme aux États-Unis. Bah ouais, ce qui me semblait curieux, ouais. Voilà. Si vous êtes un auteur ou une autrice dans le chat qui a choisi un OGC ailleurs qu'en France, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Là, je ne sais pas de quoi le rapport parle, vraiment. Si l'on raisonne sur la base de 2 ou 3 permanents pour une douzaine d'organisations, alors douzaine d'organisations, c'est parce qu'il y a à peu près le rapport découpe, je crois, il y a 11 catégories, on va dire, d'artistes-auteurs. Genre les photographes, les sculpteurs, enfin, ça fait 11 catégories, tout ça. Donc pour une douzaine de... 2 ou 3 permanents pour une douzaine de représentants syndicaux, le coût annuel de cette mesure devrait s'élever à moins de 2 millions. Donc quand on met ça en balance par rapport aux 60 millions qui ne sont pas redistribués chaque année, effectivement, ça a l'air quand même très
raisonnable et faisable, quoi. Mais c'est ça, et je trouve que quand tu lis le rapport, tu dis, mais oui, c'est évident, tu vois. Mais Et oui, tu- c'est Mais clair! oui, et tu dis, mais il n'y a plus qu'à le faire, genre l'idée est là, quoi. Il n'y a plus qu'à. C'est ça. Trop con. Ils ont pas eu de chance, ils ont commandé un rapport et ils sont tombés sur quelqu'un de très compétent, Bah visiblement. ouais. Bah, franchement, c'est un peu ce que tu dis quand tu lis. Tu dis, merde, il a trouvé des super solutions. Oh non! Et ils s'attendaient peut-être à ce que le rapport soit nul et qu'ils fassent ouais, le Ouais. rapport est un peu nul, on fera pas les mesures. Mm. Et non, en fait, il est bon, hein. Il est très très bon. Ouais. Alors, sachant que Bruno Racine, alors je suis pas un spécialiste hein, de la biographie de ce monsieur, c'est un inspecteur général, c'est un haut Mm. fonctionnaire en fait, C'est ça. mais c'est aussi un auteur. Mm. C'est quelqu'un qui écrit, je crois qui a voulu se retrouver à l'académie, genre qui s'est présenté pour arriver à l'académie, il n'a pas été pris, je crois. Mais il est relativement jeune, je pense, pour un académicien. Je crois que quand t'es pas encore plié en deux, croulant, tu peux pas être académicien, c'est ma définition. Ben, ouais. Et il a pas l'air encore d'en être là, mais c'est ce qu'on lui souhaite en fait, parce que ben pourquoi pas, hein. Et là, Alors, tu vois, c'est. Pardon, je t'interromps, mais il y a Stéphanie qui dit un truc hyper intéressant. Je vais réussir à prononcer. C'est d'autant que du côté des éditeurs, les syndicats ont des juristes permanents. Et tu vois, ça te montre aussi la disproportion dans les moyens entre l'aval les auteurs, quoi. c'est ça, Faut c'est qu'on que ait les mêmes moyens pour défendre correctement les droits, sinon ça peut pas fonctionner. comment je fais une discussion, mais ça fait vraiment, c'est encore une fois hashtag Jean Zay. Euh, c'est ce qui rapproche aussi, ce qui se dit, on se dit que ça rapproche les auteurs de travailleurs en fait. C'est Mm. juste qu'à un moment, pour faire des négociations, efficaces, il faut des négociations collectives, et pour ça, il faut des syndicats qui Mm. soient représentatifs, quoi. Et bah, ma foi, je pense qu'on a fait un peu le tour, peut-être sur les OGT. Si vous avez des questions en chat, n'hésitez pas à nous les poser. J'en ai- Alors, je suppose que c'est Guy qui est à la Oui, je crois que commande c'est Guy qui a dit qu'il derrière était dans Télévapeur. Télévapeur. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Jean Zay, je sais Et on- pas, faudra peut-être qu'on fasse un stream ensemble, hein, Guy. Parce que, parce que moi, j'ai découvert l'existence de Bah Jean ouais. Zay en googlant pendant que je lisais le rapport Racine. Et effectivement, c'est hyper intéressant de voir On son devrait action. peut-être créer la société des amis de Jean Zay. Mhm. Ça existe peut-être en fait. Ouais. Parce que j'en ai aussi parlé à un ami qui est lui prof d'histoire et qui m'a dit oui, il n'est pas du tout inconnu, hein, c'est une grande figure. Là, dans les livres que j'ai lus sur lui, il est appelé c'est le Jules Ferry du Front populaire. C'est-à-dire, il y a énormément de trucs qu'il a mis en place qui ont eu des impacts énormes sur la Ve République qui sont méconnus parce que ben, à l'école, quand on fait le Front populaire, on se souvient de Blum et puis basta. Mais en fait, voilà, c'était un des. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que Jean Zay, ça provoque l'euphorie dans le chat. L'euphorie du chat, oui! On va faire des pins. Ouais. Non, non, Si, c'est pas une si. bonne idée. Si, il faut, je ne sais pas. Je ne sais pas, dites-moi dans le chat si c'est une bonne idée. Mais voilà, en tout cas, c'est une figure qu'il est intéressant, je pense, de Attends. redécouvrir maintenant. Parce que là, notamment, j'ai lu des choses sur sa proposition de loi à l'époque où il disait ben, moi, je veux faire un rapprochement entre les artistes-auteurs et les travailleurs. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que tu vois les réponses de la droite à l'époque, et Mm. c'est la même droite qu'aujourd'hui, en fait. Mais moi, c'est ça que je trouve marquant, c'est quand tu lis les extraits de Jean Zay, c'est exactement les mêmes arguments dans les années C'est 30 le même problème, c'est ça, il dit il y a une qu'aujourd'hui, quoi. paupérisation. Puis on reconnaît pas le travail justement qu'il faut fournir. Bah, l'extrait que tu as lu, c'est exactement ce qu'on dit et ce que dit le rapport aujourd'hui, quoi. Et il y a peut-être eu un passage un peu où ça a été, où la situation s'est améliorée, et du coup, cette question est redevenue secondaire. Et maintenant que la situation se détériore, toute la partie 1 du rapport Racine, et bah, la question quand même redevient un peu centrale, quoi. Mm. Centrale vapeur, centrale. Tout est lié. Tout est lié. Ah là là, c'est ce talent incroyable de transition. Bah, on peut peut-être passer à la dernière partie, la partie un peu la plus velue en lecture, et peut-être en commentaire, on va se lire Des recommandations. les recommandations du rapport. Donc on peut les lire dans le préambule, parce que dans le préambule, il y a en plus des petits... Ah non, elles sont pas commentées dans le préambule. Oh non. Alors, C'est pas tu veux grave. qu'on fasse quoi? On les prend Alors moi, dans ce que je te la propose, partie 2?
ouvre le préambule, Tout à fait. où t'as Mhm. toutes les... Je suis page 5. La liste des recommandations sans commentaire sont page 5, et moi je vais ouvrir la partie 2, qui est en fait la liste des recommandations commentées. Et donc s'il y a des moments, vous voulez qu'on approfondisse même, on me murmure à l'oreillette que Guy part chez lui pour vous rejoindre. À très vite. Merci, merci Télévapeur, qui n'est pas Guy avec un masque fantastique. Euh, alors, bah, c'est parti, j'ouvre la partie 2 et puis comme ça, Ouais. s'il y a des commentaires ou si vous voulez qu'on creuse un truc, vous pourrez nous le demander. Alors, je commence la lecture des recommandations. Yes? Donc, ça commence par une première catégorie qui s'intitule Répondre à la demande de statut en définissant la professionnalité des artistes-auteurs. Ouais, on retombe sur cette question de professionnalité qu'on avait évoquée tout à l'heure. Recommandation numéro 1. Tenir compte de critères de professionnalité pour permettre aux auteurs de bénéficier d'une prise en charge de leur surcotisation par les commissions d'action sociale de la GSA et de la MDA, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition de revenu et qu'ils en font la demande. Alors moi, il faudrait que je fasse d'autres recherches, mais ce qui m'a un peu surpris, c'est que pour moi, il y avait déjà la GSA, la MDA, qui avait une commission d'action sociale qui, dans certains cas, quand tu voulais surcotiser et que tu n'en avais pas les moyens, pouvait prendre en charge la différence, mais c'est peut-être pour généraliser un peu plus ça. Alors là, je crois que ce qui généralise, c'est des nouveaux critères de professionnalité. Hmm, Alors, ce qui va revenir après dans le fait de qui peut voter à des élections. Alors ouais. là, on va parler de quelque chose qui tient à Fabien, je crois, dont il nous avait parlé. Hello, Philex, qui est dans le chat, salut. Et qui sera bientôt ici avec Guy Pradel pour juste après nous. Ce sera l'émission Club Distro où ils vont parler. Alors je sais pas s'ils parleront encore des livres sur le salon du Festival Central Vapeur ou s'ils commenceront à apporter des livres de leur collection personnelle Bah, pour en j'ai hâte de parler. voir Mais de ça. toute façon, soyez-y, hein, ce sera très intéressant. Mhm. Euh, donc ouais, là la question c'est par exemple pour les élections professionnelles, qui peut voter? Ouais, Et un critère qui est facile pour dire ça, bah, c'est les revenus. C'est ouais, dire, ah bah toi tu touches plein d'argent en étant artiste-auteur. T'es bien un sûr. artiste-auteur, c'est clair. Mais par contre, pour des gens qui sont jeunes artistes ou qui y passent tout leur temps, dont c'est l'activité principale, mais qui ne touchent pas beaucoup d'argent, pour tous ces gens-là, en fait, ce que dit le rapport, c'est que bah, il faut quand même des critères pour des chômeurs, par exemple. Genre, Mhm. c'est possible dans toutes les professions de se retrouver au chômage. Mais c'est ça, Il en se peut fait, qu'il il y ait des suffit que tu artistes-auteurs qui des aient quelques années un de moment de chômage. moins. Ouais. Donc ces gens-là devraient pouvoir être capables de voter s'il y a des élections professionnelles. Et donc, ce que dit le rapport Racine, c'est qu'il faut établir une liste de critères Mhm. qui vont au-delà un peu du simple revenu, en fait. C'est ça. Et il propose, alors là, il propose l'AGSA et la MDA pour le fait de prendre en charge des surcotisations, Mhm. mais c'est les mêmes critères qu'il proposera plus tard. Et ce sera les livres de la collection de Philex et de Guy tout à l'heure. Ok, donc je te laisse continuer Ouais, peut-être la lecture, je vais essayer de moins alors, t'interrompre. recommandation numéro 2. Mais non, bah, on est là pour ça, non? On était là pour Ah oui, raconter peut-être. ce qu'on avait envie, je crois, hein. Ok, bon bah parfait alors. Recommandation numéro Je suis 2. libre. Simplifier et assouplir les dispositifs de lissage pour tenir compte des revenus perçus par les artistes-auteurs, calcul des cotisations et des impositions, et leur permettre d'étaler leur paiement. Donc là, c'est la question de, voilà, tu as des revenus hyper fluctuants d'une année à l'autre, tu peux pas payer forcément plein d'impôts ou de cotisations au même moment, donc ça te permet bah, ça permet d'adapter à la temporalité des revenus d'un artiste-auteur. Ce qui est mal pris en compte par Mm. même par toute l'administration française en Mm. général. C'est-à-dire, c'est fait pour avoir un salaire, l'administration française qui Bah tombe ouais, tous un les peu. mois. Donc si tu es payé une fois pour un livre et que tu vis 6 mois dessus, ça fait des trucs bizarres. Ça fait une espèce d'énorme pic de Mm. revenus et après plus rien. C'est ça. Donc là, lissage quoi. Recommandation numéro 3. Étendre le champ des activités accessoires et rehausser le nombre annuel des activités permises, ainsi que le plafond des revenus associés, afin de mieux tenir compte des activités de l'auteur dans la cité. Alors ça, s'il y a des jeunes auteurs et autrices qui nous écoutent, on peut peut-être définir qu'est-ce que c'est que les Ouais. activités accessoires. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'artiste-auteur, j'avais aucune idée que c'était séparé comme ça en deux. Mm. Mais Et bah donc, c'est vrai que quand on est un artiste-auteur, on peut
Le fait d'être dans le régime social des artistes-auteurs, ça t'autorise à effectuer que certains types d'activités qui s'inscrivent dans cette activité de création. Et il y a une circulaire de 2011 qui avait dit, voilà une liste de revenus principaux, c'est vraiment les activités de création qui sont au cœur de votre métier d'auteur. Et voilà une liste de revenus accessoires, c'est les activités qui se situent un peu dans le prolongement et que vous avez le droit d'exercer, mais que dans une certaine limite, puisque c'est censé être accessoire. Et donc, il y avait par exemple le fait de donner des cours et de faire des interventions artistiques pour différents publics. Par exemple, si je suis artiste-auteur et que je fais une intervention dans un musée, Mm, si j'étais pas artiste-auteur, cette intervention dans un musée, ce serait du salariat. C'est voilà. genre, on me paierait un salaire en disant, bah écoutez, vous êtes salarié à temps, Mais là, tu poses d'ailleurs une un question CDD, quoi. On pourrait signer assez un CDD. intéressante parce qu'il y a quand même un flou sur. Normalement, le principe du salariat, c'est il y a un lien de subordination entre mon patron et moi. On me demande d'être là à telle heure, à telle date, tel lieu pour faire telle chose, tu Ce qui est vois. le cas si j'interviens dans une école, par Ouais, exemple. donc il y a ce flou quand même. Mais bon, c'est toléré que tu fasses entrer dans ton Mm. activité d'artiste-auteur ces activités quand même, quoi. Ça rentre dedans parce que, comme je suis artiste-auteur les trois quarts du temps, Mm, ce serait trop compliqué juste de déclarer ce truc-là. ouais, Et donc on se dit, bah, c'est accessoire, ça va avec ton activité, rentre-les dans tes revenus d'artiste-auteur et ouais, ça comptera c'est ça. pour tes cotisations, quoi. Puis ça te permet d'atteindre certains seuils de cotisation, puisque pour avoir pour pouvoir valider ces 4 trimestres de retraite et pour avoir droit aux indemnités journalières quand on est malade ou qu'on veut prendre un congé de maternité, faut atteindre un certain seuil de revenus annuels. Et c'est vrai que ça Mm. t'aide, entre guillemets, à atteindre ce seuil de revenus annuels, de faire entrer ces interventions dans le champ de tes activités d'artiste-auteur. Et donc là, cette question des activités accessoires, finalement, suite à... Enfin, au moment du rapport, c'était déjà en discussion au niveau du ministère avec des organisations professionnelles. Et il y a eu un décret qui a été publié le 28 août 2020 qui étend ces activités accessoires. C'est-à-dire qu'avant, il fallait pas que ça dépasse Il fallait pas que les revenus d'activités accessoires dépassent les revenus des activités principales, si j'ai pas de bêtises. Et puis, par exemple, au niveau des ateliers dans les écoles ou les bibliothèques, fallait pas en faire plus que 5. Enfin, il y avait des Ouais, limitations chiffrées. c'était Mmh. barré pour que si ça dépasse, Voilà, tu que peux tu puisses plus, pas quoi. vivre en tant qu'artiste-auteur en faisant que des C'est interventions dans ça. les musées, quoi. À un moment, faut d'autres revenus. Mais là, ça a été, avec ce nouveau décret, ça a été hyper élargi. Puisque tu peux. Il y a plus. Maintenant, à partir du moment où tu as 1 euro de revenus principaux, tu peux faire jusqu'à environ 12 000 € par an de revenus accessoires. Nice. Donc ça élargit beaucoup plus au niveau des revenus. Et puis il n'y a plus de limite chiffrée, genre 5 ateliers par an, quoi. Il n'y a plus de limite comme ça. Ok. Donc ça élargit pas mal. Et puis dans le même décret, en fait, ils ont ajouté aussi d'autres notions, notamment ils ont intégré l'auto-édition dans les revenus principaux. Donc là, c'était une grosse avancée. Alors ça, je me souviens qu'il y a plein de petits des auto-éditeurs que je suis sur les réseaux sociaux qui étaient très contents, qui disaient yes, enfin, on va Ouais, pas avoir besoin d'être artiste-auteur quand on fait du travail d'auteur et de se mettre en micro-entrepreneur pour éditer des mm. petits livres ou des choses comme ça. Ce qui est, avant ça, c'était la seule case légale en fait. Oui, voilà, fallait que tu aies On vraiment peut toujours, deux activités distinctes. on Oui, peut tu peux toujours éditer toujours. des trucs sous le manteau et dire que ça Mm. n'existe pas. Mais si on veut dire que ça existe et être dans Ouais. la légalité, bah, il faut un statut. Et le statut, c'était micro-entrepreneur ou fonder une association. Voilà. Ou, enfin voilà. Fallait forcément un truc à part, quoi, d'un point de vue Donc c'était un peu plus légal. lourd que de dire bah, c'est mon activité d'artiste-auteur. Je Mm. suis un artiste-auteur qui fait des petits livres, quoi. C'est ça. Mm. Ouais. Donc ça a été étendu. Est-ce que la Twitch Money, ce sera une activité accessoire? Bonne question. Hmm. Si on gagne, si sur ma chaîne Twitch je gagne de l'argent, est-ce que c'est Moi, je me demande parce qu'en fait, il y a les rencontres. Déjà, si tu fais des rencontres et des débats, ou si tu fais une rencontre où tu présentes ton œuvre, ou si tu fais une présentation publique de ton œuvre, ou si tu présentes ton processus créatif, tout ça, ça de toute façon, rentre de toute déjà, façon dans les revenus accessoires. non, ça c'est même du revenu principal maintenant, parce qu'ils ont un peu Ok. changé. Et si tu participes à un débat ou une rencontre publique autour de ton activité artiste-auteur, mais il n'y a pas vraiment genre de présentation de ton œuvre ou de ton processus créatif,
Et ben ça, c'est le revenu accessoire. Et finalement, quand tu es sur Twitch et que tu présentes ton œuvre, Mm. est-ce que c'est pas ça, tu vois? Ça posait une bonne question, en vrai, hein. Ouais, mais visiblement, ça pourrait. Je crois que c'est peut-être ça la réponse. C'est Ouais, genre, j'ai envie de répondre peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. hashtag Normand dans le chat. Si vous C'est êtes, ça. si vous êtes Normand, cette réponse est pour vous. Donc si tu joues à Fortnite avec boulet, c'est accessoire. Et si tu Si dessines, tu c'est dessines, c'est principal. principal. Je sais pas si jouer à Fortnite, ça va être C'est ça. difficile à défendre en tant Est-ce qu'un que c'est truc. en lien avec ton activité artistateur quand tu joues à Fortnite? Si tu fais de l'art sur Fortnite, t'as bien compris, Ouais, peut-être. c'est ça. Genre, si tu utilises Fortnite pour faire une œuvre d'art. Mais, mais en fait, alors je crois, c'était dans une conférence justement donnée par Central Vapeur que j'avais appris ça. Alors corrige-moi si je me trompe, hein, j'ai toutes les chances de me tromper. Euh, mais que justement, ces définitions de qu'est-ce que c'est de l'art, qu'est-ce que c'est pas de l'art, et tout ça, en fait, souvent, ça se définissait par des faisceaux de preuves. Ouais. Genre, c'est le contexte qui joue. C'est, par exemple, si ta partie de Fortnite est rediffusée dans un musée national, il y a des chances que tu puisses défendre ça comme étant une œuvre d'art. Mais en fait, défendre ça comme étant une œuvre d'art, de toute façon, ça aura à se passer que si quelqu'un t'amène devant un tribunal. Exactement. C'est-à-dire, tant que t'es pas devant un tribunal avec quelqu'un qui te dit, au fait, monsieur Brancusi, véritable true story, cette espèce de sculpture absolument immonde, est-ce que c'est vraiment de l'art? Et il y a un livre comme ça. Ah ouais? Ouais, il y a un livre de Brancusi qui défend en fait que son œuvre c'est de l'art. La sculpture, c'est de l'art. Alors, c'était de l'art moderne à l'époque, donc il y a plein de gens qui disaient, mais on n'y comprend rien. Est-ce que c'est vraiment de la sculpture? Ce n'est pas une femme à poil en plâtre, je ne comprends pas. Non, je caricature un peu évidemment, mais en gros, voilà, il y a eu ce procès de Brancusi, qui est hyper intéressant, et donc qui a donné un livre, où il défend pourquoi sa sculpture, c'est de l'art, en fait. Ouais. Et, bah, de la même façon, si tu joues à Fortnite et que tu veux soutenir que c'est de l'art, à un moment, il risque quand même d'y avoir des gens qui te posent des questions, surtout si tu profites d'une fiscalité qui est réservée aux artistes-auteurs. Et si ça se passe, eh ben, ce sera devant un juge, et c'est lui qui sera finalement C'est ça. qui devra trancher, quoi. Mais en fait, c'est ça, il faut reprendre l'article du Code de la propriété intellectuelle que j'ai plus en tête là, mais qui donne en gros c'est quoi les caractéristiques d'une œuvre d'art. C'est un acte original que tu matérialises, tu vois, ça peut pas être juste une idée. Enfin, voilà, j'ai plus tout en tête, mais c'est vrai que c'est ça, tu as un faisceau de preuves qui te permet de justifier quelle est ton intention créatrice, en quoi c'est original ce que tu as fait. Ouais, absolument. On s'attaque à la recommandation numéro 4. Bah allez, c'est parti, go! Alors, ouvrir le droit de vote à des élections professionnelles à tous les artistes-auteurs remplissant la condition de revenu, 900 fois la valeur moyenne du SMIC horaire, donc c'est environ 9 000 €, au cours d'au moins une des 4 années écoulées. Dans un second temps, prévoir les modalités permettant d'associer aux élections les artistes-auteurs ne remplissant pas la condition de revenu, mais pouvant être regardés comme professionnels au regard de critères objectifs lorsqu'ils en font la demande. Donc ça, c'est ce dont on a parlé. S'il y a s'il y a des élections professionnelles, et que quelqu'un arrive en disant «Attendez, moi j'ai pas les revenus, mais je suis bien un artiste-auteur et je peux vous le prouver», il faut qu'il y ait un mécanisme en place pour que ces gens puissent voter, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'interrogeait là-dessus, c'était pourquoi est-ce ce serait pas dès le début qu'on choisit les critères de professionnalité Bah après, parce que c'est peut-être des recommandations sur la mise en œuvre. Genre, c'est Ouais. peut-être plus facile de dire d'abord tous Ouais. ces gens-là votent. Et quand il dit dans un second temps, c'est peut-être une fois que tu as mis en place la structure pour que déjà les gens qui ont les revenus d'artiste-auteur puissent voter. En tout cas, ça a fait l'objet de pas mal de débats, justement, cette question de c'est quoi, enfin, il y a je sais qu'il y a des auteurs qui l'ont lu comme franchement, le critère principal, c'est le revenu et c'est pas possible de voir ça comme ça, Ouais. quoi. Mais j'ai vu ça d'ailleurs aussi dans le rapport. À un moment, il y a un moment qui, moi, m'a fait doucement sourire, mais parce que c'est ma situation, hein, mais où ça parle de la disparition du seuil d'affiliation. Alors à l'époque, c'était la MDA, la GSA, qui est ce seuil, en fait, ce fameux seuil de 900 fois la valeur moyenne du SMIC horaire, qui fait que, en fait, à une époque, quand tu le passais, tu devenais affilié, c'est bien ça? C'est ça.
Et donc tu ouvrais enfin des droits. C'est-à-dire, avant ça, tu cotisais quand même, mais tu n'avais pas de droits parce que tu n'avais pas assez d'argent. Dès que tu passais ce seuil, là, tu étais un vrai C'est ça. artiste-auteur au sens administratif en tout cas. Et dans le rapport, il y a un moment où ils disent, bah, il y a des artistes-auteurs qui nous disent, bah, en fait, pour nous, ça, c'était un seuil symbolique. Mm. Symbolique de, ah bah enfin, je commence ma carrière, je suis vraiment reconnu, c'est bon, je peux dire que j'ai un papier, j'ai ma carte d'artiste-auteur, ok? Vous pouvez pas me dire que je suis pas un artiste-auteur. Euh, Moi, je suis de l'école de la symbolique, ça remplit pas la gamelle et on s'en fout. Mais je comprends que ce soit important pour des gens, en fait, notamment parce que bah, il y a des gens qui sont là depuis des années. Mm. Moi, je suis ce qu'on pourrait appeler un jeune artiste-auteur, c'est-à-dire j'ai pas 40 ans. C'est comme ça, hein, la catégorie. S'il y a des vrais jeunes dans le chat qui ont Ouais. 16, 18 ans et qui pensent qu'on est vieux à 25, Mais moi, détrompez-vous. C'est faux. je le pense encore, mais Ça n'arrivera pas. Et ben, vois-tu, quand t'es artiste-auteur, non, ouais. t'es pas tellement vieux à 25, hein. Mais oui, c'est vrai il y avait aussi des données sur l'âge moyen, 25, c'est pas très vieux. Mais C'est oui, c'est clair. vrai qu'il y avait ce passage sur les Merci pour 900. les Pardon. trentenaires. On représente les trentenaires, je suis là pour vous. Moi, je savais pas qu'on était toujours vivant au-delà de 30 Ouais. ans. Au-delà de 30 ans, on peut être vivant. On est obligé de masquer sa calvitie, tu vois, avec Ah des, oui, avec des appareils fashion absolument incroyables, mais on est vivant. Ça redéfinit la mode, c'est à peu près tout. c'est ça. Alors, recommandation numéro 5. Allez, recommandation numéro Nous 5. entrons dans la partie renforcer les artistes-auteurs collectivement. Alors donc on rappelle, hein, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire quand on aura fait ces trucs de faire des élections professionnelles, Mm. il se passe ça. Absolument. Donc, on ouvre le droit de vote et maintenant, recommandation numéro 5, organiser rapidement des élections professionnelles dans chaque secteur de création artistique afin de doter les artistes-auteurs d'organisations représentatives financées par les organismes de gestion collective. Ouais, donc on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on a une source de financement et maintenant il faut avoir... C'est une fois qu'on a élu les 11 sages Mm. des artistes-auteurs, les 11 chevaliers de l'artiste-auteurat, tu vois, les 11, je sais pas Ouais, comment on pourrait les appeler, mais je pense qu'il faut trouver un nom qui claque. mais je pense que oui, il y a moyen. N'hésitez pas à mettre vos Ouais. propositions dans le chat. Une fois qu'il y a ces 11 personnes, on crée des instances pour que, à la fois, ils se retrouvent et qu'ils retrouvent les autres acteurs Mm. par exemple, de la chaîne de l'édition, mais pas que, selon les catégories C'est d'artistes-auteurs. ça. Et qu'ils soient tous là. C'est-à-dire, par exemple, quand les musiciens rencontrent les- leur patron, bah, il y a aussi tous les autres artistes-auteurs qui sont autour de la table et qui disent, ouais, on est là, on est solidaires des musiciens. Mm. Après, je crois qu'il Et, il euh, imagine un et- truc quand même assez sectoriel, Bruno Racine. ouais, possible. Mais, Bah après, mais il y a quand même cette idée que ces 11 personnes se retrouvent ensuite ouais, autour de la même table. Et moi, je trouve ça quand même ouais, ouais. vachement, vachement bien parce que ça. euh, En fait, enfin, ce serait créer une vraie solidarité aussi entre des métiers Mm. qui sont certes différents, mais souvent, d'une part, les gens, enfin les artistes-auteurs, en tout cas ceux que je connais, gravitent entre plusieurs catégories. Mhm. C'est-à-dire, je connais des gens qui sont que graphistes, mais souvent, c'est des graphistes, illustrateurs, musiciens, Mhm. trapézistes, jongleurs. Voilà, Arrête de les faire passer pour des troubadours. c'est vrai. Ils peuvent être aussi diplomates. Est-ce que je vous ai dit que les Tout à diplomates fait. pouvaient écrire des livres? Mais oui, c'est ça. Puis il y a le côté, il y a des questions un peu sectorielles, genre négocier avec l'éditeur, puis il y a de toute façon toujours des questions transversales sur ton C'est régime, ça, il y a quoi. des choses qui concernent tout le monde, Mm. notamment ce que disait le rapport. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai lu comme truc qui réunit toutes ces professions, c'est la question de l'avance. C'est genre, toutes ces professions vivent pendant le temps de la création de l'avance sur droit. Mhm. Il y a une exception, on en Vas-y. parlera après, bah, c'est les écrivains de scénarios, je crois, Ouais, mais qui, même moi je pensais euh, aux qui, ont, plasticiens. qui ont des contrats T'as de... pas vraiment. Je crois que c'est les seuls qui ont des contrats Oui, de commande. c'est ça. Et il était hyper intéressant d'ailleurs Le contrat de commande, ce ça truc sur existe, mais il n'y a story qu'une habituels. seule, il y a qu'une seule catégorie professionnelle qui l'utilise. Pourquoi? C'est bizarre.
Mais en fait, c'est des usages. Et en Ouais. fait, par exemple, tu dis les plasticiens, dans le rapport, à un moment, ils parlent des sculpteurs et du fait que selon les branches de sculpture, Mmh. genre les gens qui faisaient du marbre, les gens qui faisaient au contraire de la cire et de la cire perdue, ils avaient négocié à l'époque pour pas avoir les mêmes avances exactement. Parce Oui, que c'est ça vrai. demandait pas le même temps de création. Donc en fait, non, même eux vivent de l'avance à un certain niveau en fait. Mais est-ce que Et, c'était pas des tarifs qu'ils avaient... Ah oui, non, d'accord. Oui, ok, je te rejoins, c'est bon. enfin, voilà, je me souviens que c'était dans le rapport C'est qu'il y vrai. avait ce truc et ça m'avait étonné aussi. Je me disais, ah bah tiens, eux aussi en fait, des avances. C'est Mmh. pas que la vente de leurs œuvres à un moment. Enfin, je suppose que c'est peut-être le cas pour les jeunes artistes. Et puis après, quand ils sont un peu installés, bah, il y a par exemple des gens qui leur achètent leurs œuvres à l'avance. Je sais que ça se fait aussi, ça Ouais. existe. Qui disent, bah ok, moi je t'achète toutes tes œuvres les 10 prochaines années. Bon, ça c'est pour des gens très célèbres, hein, mais ça existe aussi. Euh, Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait je retrouve plus là, mais ce point sur le fait que les écrivains de scénarios, enfin, dans l'audiovisuel, il y avait vraiment un usage qui était hyper installé de je te passe une commande, je te rémunère C'était d'abord un et encadré, je crois. ouais, c'est ça, et Si je le tu veux, trouve je dois plus. l'avoir, hein, si, plasticien aussi, non? Bah oui, oui, du coup, Clem, alors, ah voilà, la pratique des avances dans le secteur audiovisuel. Je l'ai. Page 32. Page 32, toujours. Tu veux le lire, hein, je le Bah lis. vas-y. Alors, dans le secteur audiovisuel, il existe d'abord des avances garanties. L'auteur peut ainsi percevoir, en amont de la création de l'œuvre, un minimum garanti. La valeur minimum garantie est un acompte sur les pourcentages négociés dans le contrat calculé sur les recettes à venir éventuellement lors de l'exploitation de l'œuvre. Alors il y a beaucoup d'éventuellement, mais on rappelle que c'est pour l'audiovisuel, donc par exemple pour des séries animées, pour des choses comme ça, qui peuvent ne pas se faire en fait. Il y a plein d'étapes préliminaires en fait à faire un projet, par exemple de dessin animé pour France 3, quoi, qui demande du travail, mais à la fin le projet peut ne pas aboutir, peut ne pas être fait. Ce minimum garanti est acquis par l'auteur définitivement, et le producteur ne peut pas exercer de recours contre l'auteur pour en exiger le remboursement. Une autre pratique consiste dans le versement d'une prime, qualifiée indifféremment dans les contrats de prime de commande, prime d'écriture, prime d'inédit ou d'exclusivité. Donc selon le contrat, il y a différents types de primes. Si on veut que ce soit exclusif, que votre scénario il aille pas à quelqu'un d'autre, par exemple. Cette somme est alors assimilée à un forfait rémunérant le temps passé à la création de l'œuvre, ou encore l'exclusivité accordée au producteur. Dès lors, si le principe général affirmé à l'article idoine du Code de la propriété intellectuelle, je vous donne pas le nom de l'article, est-ce que vous le voulez? Le 131.4 du Code de la propriété intellectuelle est celui d'une rémunération proportionnelle aux recettes, dont le taux est libre. Il est clairement contourné dans la réalité par ce recours au minimum garanti ou à la prime, qui s'analyse comme une rémunération forfaitaire. Donc dans le secteur audiovisuel, il y a ces pratiques aussi de Mm. l'avance, mais qui s'appellent différemment du secteur du livre, par exemple. Et chaque secteur, comme ça, a ses propres avances. Mm. On passe à la recommandation numéro 6. Yes! Alors, recommandation numéro 6. Généraliser les instances de médiation sectorielle et renforcer leur rôle en leur permettant d'intervenir pour dénouer des litiges individuels opposant des artistes-auteurs aux acteurs de l'aval, éditeurs, producteurs et diffuseurs. Pas de commentaire particulier. Bah non, renforcer les gens qui peuvent venir Mm. aider les auteurs sur leur contrat, sur quand il y a un problème avec l'éditeur, et Ouais, c'est clair. il faut un arbitre, quoi. Mm. Et ce serait bien que les arbitres soient assez forts pour tenir tête aux éditeurs. Mm. Recommandation numéro 7. Créer un conseil national composé des représentants des artistes-auteurs, des organismes de gestion collective et des représentants de producteurs, éditeurs et diffuseurs chargés de formuler des propositions et de conduire les négociations collectives sur tout sujet intéressant la condition des artistes-auteurs ainsi que leurs relations avec les exploitants des œuvres. Alors donc ça, c'est l'espèce de grand conseil, hein. Mhm. C'est genre un conseil où il y aurait les 11 représentants des artistes-auteurs et les OGC et les représentants des producteurs, des éditeurs, on suppose le syndicat de l'édition, ce C'est genre de ça. choses. En gros, Euh, on a des élus, enfin on organise des élections professionnelles et après on crée le cadre où se déroule la négociation. alors si vous voulez
à la page 63 du rapport, vous avez un schéma de ça, une future architecture à 3 niveaux, où on voit en fait que le rapport Racine a prévu. Alors je vous le mets pas à la caméra parce que voilà, ça va pas être très lisible. Mais donc, si vous avez le rapport, vous pouvez voir comment en fait le rapport Racine préconise que ces représentants des artistes-auteurs interagissent avec enfin, les différents niveaux en fait de gouvernement en fait du statut des artistes-auteurs. Alors, il est un peu en première page quand même de schéma illisible magazine, mais mais c'est bien, ça fait un résumé et Ouais. on peut voir que enfin, que c'est à différents niveaux d'importance et tout ça. Donc, Oui, c'est ça, ce qu'on voit. Il représente bien comment on a d'abord des négociations sectorielles, puis les négociations transversales. Et on voit que ça prend bien en compte cette nécessité d'avoir du sectoriel, du transversal. Et puis ça organise vraiment comment un système pourrait fonctionner aujourd'hui, quoi. mm. Recommandation numéro 8. Allez, Renforcer la représentation des auteurs au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et étendre les missions de celui-ci à l'étude de la condition des artistes-auteurs. Alors le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, c'est un comité qui existe déjà, qui est au sein du ministère en fait, et qui est chargé de conseiller le ministre en place sur toutes les questions qui touchent à la propriété littéraire et artistique. Et à l'intérieur de ce comité, il y a des personnalités qualifiées, enfin, c'est-à-dire des professeurs de droit surtout. Il y a des représentants des diffuseurs et il y a des représentants des auteurs. Et donc le projet, ce serait de revoir un peu quels sont les représentants des auteurs déjà. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 11 représentants d'auteurs, dont 8 sont issus d'OGC. Enfin, de toute façon, ça recoupe encore bah, la question de la voilà. représentativité. Sachant que les gens qui se trouvent dans cette instance ministérielle ne sont pas des gens élus, en Voilà, fait. ils sont Ils nommés. sont nommés par Mm. d'autres gens. Donc c'est toujours assez débattable de à quel point ils représentent le secteur qu'ils prétendent représenter. Mm. Et ce qu'il y a d'intéressant, mais ça on aura l'occasion d'en parler en partie 2, donc dimanche. Voyez là, dimanche, alors c'est dimanche soir, hein. Vous verrez, il y a le programme en dessous dans Télévapeur, hein, si vous cherchez. J'aime Dans, vraiment bien ton stylo qui s'adapte n'est-ce pas? au format. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on le voit quand même, même Ouais, s'il est invisible. Euh, donc, surtout. dans la section About, vous avez tout le programme, et on aura l'occasion de reparler du SPLA, Mm. parce que le SPLA a reçu un rapport, Ouais, et s'est prononcé sur un rapport qui est un peu le dark side du rapport Racine, qui est un c'est peu vrai. le jumeau maudit et maléfique du rapport Racine. Je vous tease pour que vous soyez là. Ça donne envie. On vous... Hello, Sensei seulement. Et donc voilà, il y a un autre rapport qui a été Mhm. mis au SPLA, le SPLA s'est prononcé, et ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est que dans son intitulé même, le CSPLA se prononce en fait sur la propriété, et ça va Voilà, influencer sur la façon dont il répond aux questions, parce que bah, là, ce que préconise le rapport Racine, c'est de dire, bah, nous, on voudrait considérer le travail. exactement. Et si vous allez lire Jean Zay, vous verrez que la question de la propriété et le travail, c'est en fait ce qui est un peu au centre de cette Ouais. question des artistes-auteurs, quoi. C'est ça, en fait, on retombe toujours sur cette question de on rémunère un droit de propriété, mais en même temps, t'es quand même une personne avec un corps qui travaille. Donc, t'es vraiment autour de à la fois ce que dit le code fiscal, à la fois ce que dit le code de la propriété intellectuelle, à la fois ce que dit le code de la sécurité sociale. Et en fonction de à qui tu demandes ton rapport, bah, tu auras telle ou telle réponse. Ouais. Ouais, Selon le versant qu'il aborde et selon l'angle avec lequel il regarde les artistes-auteurs, c'est il n'y aura ça. pas la même réponse, quoi. Recommandation numéro 9. Créer une délégation aux auteurs au ministère de la Culture en tant que point d'entrée unique chargé de coordonner la politique des artistes-auteurs du ministère de la Culture et de ses établissements publics, de piloter la concertation territoriale animée par les DRAC, de préparer les réformes concernant les artistes-auteurs et d'assurer le secrétariat du Conseil national des artistes-auteurs. Donc, Alors, il y a eu une nouvelle délégation, là. Il y a eu une petite réorganisation des différentes délégations au ministère. Ça a été publié, je crois que ça se fait par arrêté.
Si je me trompe, ne me frappez pas. Bah, C'est dans les mesures de Bachelot, en c'est fait, dans le journal, dont on mais je crois parlera. que c'est au journal officiel qu'il faut publier les réorganisations du ministère. Bref, je vais réviser mon droit administratif et je vous recontacte. Et en gros, voilà, ils ont créé une délégation, justement, qui est une délégation aux politiques sociales et fiscales des auteurs. Et ça a été créé le 1er janvier 2021. C'est une branche dans un truc dans le Voilà, ministère, tout à fait. moi, de ce que j'ai compris. C'est une délégation à l'intérieur d'une direction générale qui est elle-même à l'intérieur du ministère. Donc ça va peser pas très lourd, Moi, je je sais pas. trouve. En Mais tout cas, on ouais. n'en a pas, pas entendu parler depuis la création au 1er janvier, donc on verra, hein. Et ouais, faut espérer que ce soit très, très fort. Et donc, ouais, là, c'est plus. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il dit que ce serait pour assurer le secrétariat du conseil Mm, que le rapport Racine imagine, quoi. c'est ça. C'est-à-dire, cette instance, ce serait les gens qui restent et qui gèrent, Mm, et avec des élus qui arrivent et qui partent. c'est ça. Recommandation numéro 10. Organiser la concertation et la négociation collective en vue de parvenir d'ici la fin 2021 à la détermination d'un taux de référence de rémunération proportionnel pour les auteurs selon les secteurs, la mise en place d'une transparence accrue sur les résultats de l'exploitation de leurs œuvres, en premier lieu sur le suivi des ventes, l'introduction dans le Code de la propriété intellectuelle d'un contrat de commande rémunérant en droit d'auteur le temps de travail lié à l'activité créatrice, la diffusion des bonnes pratiques professionnelles dans le sens d'un meilleur équilibre des relations entre les artistes-auteurs et l'aval de la création, ainsi que d'un encouragement à la diversité dans la création. En gros, c'est organiser le dialogue autour d'une meilleure rémunération des artistes-auteurs. Pour le moment, c'est pas hyper... Voilà, voilà. Ouais. Mais Le dialogue n'est pas encore génial. Ouais. c'est ça, ouais. Bah, d'ici la fin de 2021, bon, c'est comme Mais ça en fait, devant. là, on commence à rentrer dans toutes les mesures qui deviennent possibles Ouais, s'il y a c'est ces ça, représentants élus en fait des artistes-auteurs. c'est ça. Et donc là, c'est plus maintenant, une fois qu'on aura ces représentants, voilà tout ce qu'il faudra qu'ils fassent eux Mm, et quelle est un peu leur feuille de route. ouais. Puis il y a aussi ce débat, mais on en reparlera peut-être de... Bah, l'idée, c'est que normalement, par exemple, un contrat d'édition, c'est un contrat de gré à gré qui se négocie librement entre bah, Mm. l'éditeur et l'auteur. Et il y a toutes ces questions qui sont autour du droit de la concurrence, de est-ce que c'est le rôle de l'État, est-ce qu'il va pas contrevenir au droit de la concurrence en disant ben, le minimum, c'est ça. Il y a Ouais. aussi toute cette question de liberté du commerce où je sais qu'il y a des débats autour de ça, quoi. C'est ça, c'est-à-dire comme l'idée c'est de rémunérer le travail, mais le travail ça implique une certaine subordination, Mm. et c'est pas du tout la même chose qu'un contrat de gré à gré entre deux personnes Mm. genre complètement libres. C'est ça. Parce que les auteurs sont quand un auteur va demander de l'argent à un éditeur, rappelez-vous qu'il est complètement libre. Ouais, il y a que quelques mini Il trucs. peut ne pas manger, ne pas prendre d'argent et ne pas Exactement. éditer son œuvre, c'est possible. Euh, Attends, non, ne pas éditer son œuvre, c'était pas possible, ça. Ah, Ouais, il y a quand même quelques sinon t'es pas un trucs. auteur si tu fais pas ça. Bah, en fait, il y a quand même. Enfin, si, non, je pense que si. Tu peux. Bah, j'ai jamais rencontré un auteur qui voulait pas faire éditer son livre, mais bon. Par Ok. contre, quand tu passes un contrat d'édition, il y a quand même une obligation d'exploitation du livre. Et Ouais. donc, si au bout de tant de temps, l'éditeur n'a pas. Fais rien, Tu peux récupérer tes ton droits. œuvre et Donc, le vendre à quelqu'un d'autre. alors, il y a quelques petites limites comme ça dans le contrat d'édition, mais sinon, il y a plein de choses qui sont libres, quoi. Ok. Alors, recommandation Alors, on est à la 12 sur 23. Il nous reste un peu moins de 30 minutes. Je pense T'as qu'on est bien, zappé hein. la numéro 11. On a zappé la 11. Bah ouais. C'est ma feuille qui est mal. Recommandation numéro 11. Créer un observatoire. J'ai pas dit ça, non? Scandale. Créer un Oui, non, observatoire t'as au sein bien. du Conseil national des artistes-auteurs afin de mettre en œuvre un suivi statistique et qualitatif affiné et fiable. En gros, c'est revenir sur l'idée que ouais, c'est une profession qu'on connaît pas trop et qu'on n'a pas trop de suivi de ce qui... ouais, des chiffres, quoi. Il faut au moins une boussole pour savoir Mm, dans quel sens ça va et c'est avoir ça. des chiffres fiables. Le ministère, pour l'instant, n'a pas de suivi fiable et de chiffres cool, Mm, à part ceux qui sont fournis par des enquêtes, voilà. par, par exemple les états généraux de la bande dessinée, enfin voilà, par des acteurs qui sont pas à l'État. Voilà. Et ça, je crois que c'est une des mesures aussi qui se retrouve plus ou moins dans les mesures prises par Bachelot là. Ouais, 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 il me semble bien, ouais.
C'est ça. Mais on en parlera dimanche, Mm. soyez là. On fait bien le teasing là pour dimanche. Allez, à ton tour là, pour la partie conforter l'artiste-auteur individuellement. Ah, donc une fois que tous ces trucs de représentation ont été mis en place, on pourra en venir au dur du sujet. Recommandation 12. Accroître par le redéploiement de la part des aides accordées aux artistes-auteurs dans l'ensemble des aides publiques. Accroître par redéploiement, pardon, la part des aides accordées aux artistes-auteurs dans l'ensemble des aides publiques allouées à la création et la diffusion. Donc c'est ce qu'on a dit plus tôt dans notre point sur les OGC, c'est flécher un peu plus d'argent, moins vers l'aide à la création, l'accès aux œuvres, mais plus vers l'aide, L'aide à la création, mais plus directement. l'aide à la création, mais dans le sens de l'argent pour les gens qui créent. Ouais, c'est ça. Voilà, des aides un peu plus directes. Ensuite, recommandation 14. Faciliter... T'as plus la 13. Ouais. Ah mais non, en fait, c'est parce que quand j'ai lu le rapport... C'est pas sérieux tout ça. Recommandation numéro 13. Virez-moi ce streamer, c'est un scandale. Préciser l'article L324-17 du Code de la propriété intellectuelle en prévoyant une part minimum des crédits d'action artistique et culturelle devant être employés par les OGC en soutien direct des auteurs. Bah, en fait, c'est vraiment la suite logique de la numéro 12, c'est avoir des aides directes aux auteurs. Et contraindre les OGC c'est à ça. utiliser une partie de leur argent fixe pour ça. Voilà. Recommandation numéro 14. Faciliter l'accès aux règles applicables aux artistes-auteurs en créant un portail d'information géré par le ministère de la Culture, en liaison avec la direction de la Sécurité sociale et le ministère de l'Économie et des Finances. En fait, c'est cette question de c'est hyper difficile de trouver une information complète, une information fiable sur ce régime qui est hyper particulier. Donc ça a à voir avec, dans la partie du rapport Racine, dans la partie un peu l'état des lieux, dans la partie 1, il y a tout un moment où il parle du fait que les gens sont mal formés. Ouais. Sur les artistes-auteurs ont une formation incomplète et pas suffisante sur leur statut et sur leurs droits. Donc voilà, faire un portail pour ça, pour que les artistes-auteurs puissent aller à un endroit pour savoir comment ils se débrouillent, quoi. Puis il y a plein de questions même qui sont sans réponse, tu vois, finalement. Même moi, genre, mon boulot, c'est justement chercher ces infos, mais il y en a... C'est hyper dur à Ça trouver, reste quoi. flou, Puis en plus, là, on parle plutôt des ministères, mais il y a aussi toutes les administrations publiques qu'on rencontre, la CAF, la CPM, qui connaissent très mal le régime et qui ont beaucoup de mal à diriger. Et il y a un chapitre entier là-dessus, d'ailleurs, dans le rapport, sur la mauvaise prise en compte des artistes-auteurs par les administrations publiques. Et justement... Mesure numéro 15, décidément. S'assurer que tous les organismes de sécurité sociale connaissent les règles applicables aux artistes-auteurs et disposent d'une personne ressource identifiée comme référent. Donc là, en gros, dès que vous allez à la CAF, à Pôle emploi, il y a une personne au moins que vous pouvez aller voir et qui connaît le statut des artistes-auteurs, qui peut vous en parler et qui peut vous dire dans quelle case vous tombez. Pour l'instant, ça existe très peu. C'est clair. C'est-à-dire, il y a plein d'histoires un peu... à raconter à Halloween au coin du feu, de gens qui se retrouvent à la CAF ou à Pôle emploi, qui sont balancés de service en service et on leur donne des mauvais conseils qui vont pas avec leur situation vraiment, parce que juste les gens de Pôle emploi ou de la CAF sont pas formés et savent pas. Et il y a plein d'inégalités, quoi. Là, il y avait encore un sujet sur le forum de Centrale Vapeur sur... je voulais demander telle aide familiale à la CAF. Dans telle région, dans tel département, cette personne a réussi à l'avoir, et dans tel département, on dit mais non, les auteurs, ils n'ont pas le droit, tu vois. Et t'es en mode, mais il y a des règles ou pas? On a le droit, on n'a pas le droit, on fait comment? Donc voilà, selon la personne que vous avez au guichet, les règles peuvent être très très différentes. Complètement. Mais tout ça parce qu'en fait, les agents, ils sont pas du tout formés et informés sur les artistes-auteurs. Donc, nous sommes à 3000% pour cette recommandation. Exactement. Et en plus, là, c'est genre... mais comme toutes les autres recommandations, en fait, on se dit, mais c'est du bon sens. Mais il faut le faire. Pourquoi ne pas le faire? On verra ça dans la partie 2. Recommandation numéro 16. Oh, pardon. J'allais te couper l'herbe sous pied. Non, je t'en prie. Alors... Non, après vous, je n'en ferai rien. Je vous en prie. On est là jusqu'à 17h. Non, la recommandation
J'ai Guy qui me dit dans mon oreillette que non, non, on va se faire jeter dehors par le club distro. Généraliser sans délai le droit de représentation à l'ensemble des expositions temporaires dans toutes les institutions publiques. Donc droit à la représentation, c'est... alors ça, c'est moins le monde du livre, mais c'est le fait de payer les gens qui font des expositions, en fait. Vous exposez votre travail dans un musée, et ben souvent aujourd'hui, le musée ou l'institution vous dit «Ah non, on n'a pas d'argent pour vous payer. Par contre, je fais la voix de Jean Castex, je sais pas pourquoi. Oui, Par- bah si, parce qu'on pense que les institutions publiques, Mais donc par c'est bien, contre, une tout le personnalité. monde va voir votre travail, vous devriez être content. Ah, la C'est Maïté. visibilité, c'est C'est cool. Jean Maïté là que je fais. Pardon. Ouais, c'est vrai que t'es sur un croisement entre Maït et Castex. Oui. Bah, et c'est encore la question de l'exemplarité des C'est ça. diffuseurs publics, quoi. Parce que dans les gens qui doivent payer un droit de Ouais. représentation, il y a entre autres l'État. On a reconnu ta voix de Castex. Ah, merci. Recommandation 17. Instaurer de manière partenariale avec le CNL et la SOFIA une rémunération des auteurs de bandes dessinées et littérature jeunesse dans le cadre de leur participation à des salons et festivals. Hashtag artiste-auteur en colère, qui aimerait bien que ce soit le cas sur le festival d'Angoulême. Mais du coup, moi je suis à fond pour cette recommandation, mais la question que ça m'a posée, c'est pourquoi seulement les auteurs de BD et de littérature jeunesse? Alors je crois que c'est parce que c'est eux qui se sont mobilisés, et Ouais. du coup ça se retrouve dans les recommandations. Mais effectivement... Mais oui, je suis d'accord que c'est deux... Alors je crois aussi... Ah non, il me semble que dedans c'était marqué que c'est parce que ça donne lieu à la production d'une œuvre. La pratique des auteurs de bande dessinée Ça, en oui, festival, c'est pas seulement de signer des livres, comme un auteur Mm. de poèmes par exemple, ou de romans, qui signe son livre, mais c'est pas la création d'une œuvre, une signature, ça ne suffit pas. Par contre, un auteur de bande dessinée qui vous fait un dessin avec une aquarelle qui parfois peut être hyper compliqué, bah en fait, c'est des œuvres qui a dans ses livres, et du coup, bah, ça mérite rémunération à un autre. Donc je pense que c'est pour ça. Ouais. C'est qu'en Mais fait. on repose la question de est-ce qu'on considère le temps de travail que tu vois, n'importe quel Parce auteur, que bah, il quelqu'un sera qui là signe quand des même, livres quoi. pendant 2 heures, ouais, Bah c'est ouais, 2 heures il de est temps de là, quoi. travail. C'est vrai. Voilà, c'était une petite réflexion sur cette recommandation. Recommandation numéro 18. Conditionner l'allocation d'aide publique au respect des règles et bonnes pratiques relatives aux artistes-auteurs. Donc là, bah, dire que l'État doit être exemplaire, hein, c'est ce qu'on a Mhm. dit précédemment. C'est genre donner des subventions à un salon qui respecterait pas les règles de bonne pratique, c'est un problème. Faut pas, faut pas Faut les pas. donner pour forcer un peu ces gens-là déjà à s'enquérir de quelles sont ces bonnes pratiques Mhm. et ensuite à les mettre en œuvre. Ouais, tout à fait. Recommandation numéro 19. Allez, Identifier les facteurs d'inégalité parmi les artistes-auteurs selon l'origine sociale, géographique ou le sexe, et mettre en place des mesures adaptées pour en neutraliser les effets. gros paragraphe, grosse partie du rapport Racine, de la partie 1 du rapport Racine, sur laquelle on n'a pas eu le temps de s'attarder, parce que malheureusement on n'a que 2 heures. Mais n'hésitez pas à aller voir cette partie-là sur les inégalités en fait dans ce travail. Mm. C'est-à-dire, en gros, je vous la fais très rapidement, mais tout le début du rapport Racine, c'est ça. Ça allait mal avant, c'était une profession fragile. Ça va de plus en plus mal pour des raisons de circonstances, en fait. C'est-à-dire la profession se dégrade, et comme la profession se dégrade, les inégalités qui étaient déjà présentes avant ressortent de plus en plus, notamment bah, les inégalités de genre. Voilà. Ouais. Enfin, les femmes prennent. Il y a tout un chapitre là-dessus Mhm. qui est à pleurer parce que c'est des professions qui est quand même, qui se veulent un peu progressives d'une manière générale. C'est-à-dire, on se réclame plus facilement, je sais pas, de la liberté, de ce genre de trucs quand on est artiste-auteur. Enfin, quand la culture est brandie par nos ministres, c'est pour dire que c'est un pilier des Lumières, c'est Voltaire, c'est machin. Et quand on regarde en fait dans les faits, Ouais. les inégalités sont hyper fortes. Et ça conduit à certaines choses, comme par exemple, aujourd'hui, si vous voulez être artiste-auteur, comme on ne vous paiera pas votre travail de préparation pendant plein de cas, vaut mieux être un héritier ou une héritière. Ce qui est marqué à un moment, je crois, c'est faire un bon mariage. Je crois qu'il y a une citation comme Oui, il ça. y a cette question du soutien familial, qu'en fait, les C'est personnes ça. dans la profession, c'est celles qui ont
qui sont soutenus par leurs proches et que sinon donc il y a une vraie inégalité d'accès à la profession aussi, quoi. C'est ça. Donc voilà, là le rapport Racine dit aussi, mesure 19, faut enfin, identifier ces facteurs-là et faire de l'action positive, quoi, pour que ça change. Ça peut pas être juste une amélioration générale, parce que sinon ces trucs-là vont continuer. Donc ouais, allez voir ce chapitre, Ouais, il est assez édifiant, c'est quoi. clair. Ne serait-ce que pour avoir un, bah, si vous êtes vous-même artiste-auteur, artiste-autrice, avoir une idée de l'état de la profession dans laquelle vous vous trouvez, quoi. Mmh. Les états généraux de la BD aussi ont posé pas mal de faits là-dessus et sur les inégalités, c'est ouais, assez édifiant. Mm. Recommandation numéro 20? Allez, il nous en reste 3 du coup. Au niveau timing, on est pas mal, hein. Ah, on est top. Là, on est dans la professionnalisation totale du stream. C'est On clair. aura 5 minutes pour les questions, ensuite une petite pause café, et après, ce sera le club distro. Alors, veillez à ce que les étudiants des établissements d'enseignement artistique bénéficient de formations relatives aux aspects juridiques, administratifs et commerciaux de leur future carrière. Là aussi, on l'avait évoqué, ouais, ce besoin de formation sur ce régime juridique hyper spécifique. Et, Si vous faites en gros une école d'art en mm, France, ou une école d'écriture, ou une école qui vous conduit vers ces métiers-là, bah, être formé c'est ça. aux aspects juridiques de ces métiers-là, quoi. C'est ça, et savoir que tu as des droits sociaux, mais il faut aller les chercher, quoi. Mm. Recommandation numéro 21, prévoir des dispositifs d'aide susceptibles d'accompagner les artistes-auteurs dans la durée et étudier en particulier dans les secteurs où ce serait pertinent la possibilité de mettre en place un système comparable aux commissionneurs des pays scandinaves. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans ce rapport. Les commissionneurs, en fait, c'est une espèce un système où tu as un mentor dans la profession qui te guide. Mais voilà, c'est intéressant, mais je connaissais pas du tout. Ah, j'ai Guy qui me fait un signe que ça a l'air pas, c'est pas forcément génial. Mais en fait, moi, c'est un point dans la lecture du rapport Racine sur lequel, pareil, Ok. j'avais un peu buté en me disant quoi, qu'est-ce que c'est un commissionneur, machin. Et effectivement, mais je crois que justement, là, le rapport est un peu plus dans l'idée de, ben, ce serait bien d'avoir des systèmes comme ça Mm. qui permettent d'avoir, pour les jeunes artistes-auteurs ou artistes-autrices, quelqu'un qui leur met le pied à l'étrier ou qui peut être leur référent sur les questions sociales, les choses comme ça. Et ça peut se faire de manière interprofessionnelle, en fait. Mm. Genre, dans la profession, les gens peuvent s'entraider. Et ça peut créer, enfin, ça il le dit pas, mais ça peut créer un esprit aussi de corps dans Ouais, peut-être qui peut bah être. moi c'était ma question, mais après dites-moi ce que vous en pensez. Mais je me demandais, Mais après est-ce là, que c'est c'est pas un truc qui te permet aussi de pas trop être isolé dans ta pratique, Hmm. voilà, de te faire quand même ouais, un Peut-être. Après, réseau ça et de pose plein de rencontrer. questions sur les rapports de Ouais. subordination et de dépendance éventuellement Mm. qui peuvent se poser. Genre, c'est effectivement ça, dans toutes les recommandations. Après, c'est la recommandation numéro 21. C'est-à-dire, on arrive à des recommandations. C'est déjà si on a fait les 20 premières, Ouais, ouais, le, ouais, le monde des artistes-auteurs a changé, vous voyez. Donc si on en arrive là, je pense qu'on aura le temps de débattre et de se demander si c'est une bonne idée. c'est clair. Mais c'est une idée qui soulève effectivement plein de questions, quoi. Recommandation numéro 22, renforcer et multiplier les programmes d'échanges internationaux au bénéfice des artistes-auteurs, des critiques d'art, des commissaires d'exposition et des conservateurs. Donc faire plus international, C'est ça. youpi. Et numéro 23, organiser une manifestation ou un cycle d'exposition d'ampleur nationale autour de la création contemporaine en France, visant notamment à montrer sa vitalité et sa diversité territoriale. Yes! Alors là, on finit là-dessus. Donc encore une fois, hein, il y a une vraie hiérarchie dans les mesures. Donc là, Ouais. on sent que c'est plus des choses, des points très précis, contrairement aux premières mesures qui concernent vraiment tous les artistes-auteurs. Mm. Là, ça concerne plus le monde des musées, par exemple. Ça concerne toute la profession d'une manière générale, mais c'est plus le monde un peu muséal. Mm. Et ça renvoie à des points dans le rapport Racine où il parlait du fait qu'en France, et c'est vrai, il y a un monde de la culture qui est quand même assez foisonnant et qui n'est pas forcément hyper mis en avant comme une fierté, quoi, comme dire, ben ouais, alors que souvent, dans les débats politiques reviennent l'idée de oui, il faut produire français, c'est très bien, ces trucs-là. Bah là, on a un secteur où il y a quand même une bonne place de la France à plein d'endroits. Moi, je pense par exemple
à l'animation, au Mhm. cinéma de l'animation. Genre, il y a un des plus gros festivals du monde qui est en France. Le deuxième autre qui est de taille comparable, il est à Osaka, ce qui fait quand même une certaine distance. Mais et ça, par exemple, c'est pas mis en avant du tout, quoi. Genre, C'est vrai. les gens le savent pas, c'est pas présenté même au reste des gens en France, en fait, comme un truc bah, important, dont il faut prendre soin, qui est leur richesse aussi. C'est-à-dire le rôle de l'État dans les musées, dans des choses comme ça. Le but, c'est quand même d'apporter à tout le monde la production artistique, entre autres française, et donc, bah, effectivement, quoi, c'est une bonne chose. Mhm. Et ben, ça conclut en fait la dernière. On est tellement pile poil dans Bah les ouais. temps qu'on a 5 minutes pour les questions. Donc si vous avez des questions dans le chat sur le rapport Racine, Ou des envies de ce qu'on pourrait discuter là, dans la deuxième partie aussi. et exactement, si vous avez des choses où vous trouvez qu'on ne s'est pas assez attardé ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous le demander. Et puis Mm. sinon, ma foi, je pense qu'on peut prendre une pause syndicale de 10 minutes aussi, hein. Tout à fait. C'est- ce sera pas trop pour installer les émissions suivantes. Moi, j'aimerais que Euh, tu nous prépares un petit mot de la fin ou un petit teasing pour dimanche avec une voix soit de Jean Zé, soit de Jean Castex. Une voix alors, de Jean. Jean Zay, malheureusement, je ne sais absolument pas la voix qu'il avait. Oui, cette Je sais voix pas, un peu années 30 là, avec je sais laquelle tu pas, as mais pu. cela dit, ça pose une vraie question. C'est que oui, je peux faire une voix Troisième République, la Voilà. France. Non, Ouais. non, là, c'est le général de Gaulle. Mais bon, bref, en tout cas, mais ça pose une vraie question. Il faudra que je cherche s'il y a des enregistrements de Jean Zay. Ouais. Mais j'ai vu que C'est pas Fabien avait sûr. partagé une vidéo, une émission de France Culture à propos de Jean Zé. Alors, est-ce qu'il y aura des extraits d'archives? On vous tient au courant. Il s'entraîne pour sa voix de Jean Je Zé. chercherai, mais en tout cas, je vais faire plus de recherches d'ici à dimanche pour trouver une conclusion peut-être sur Jean Zay. Parce que dimanche, bah là, on peut faire ça, peut-être parler de ce qu'on dira dimanche. Dimanche, on vous fera donc le point sur la réception du rapport Racine. Comment est-ce que même ça existe un rapport? Qu'est-ce qui se passe après quand le rapport arrive sur le bureau du ministre? Un peu toutes ces choses dont on sait pas grand-chose. Genre moi, le fonctionnement des rapports ministériels avant de m'intéresser à celui-ci. Mm. Genre, enfin, je savais que souvent c'était utilisé pour des coins de table, pour caler des coins de table. Oui, je crois. Ce qui était surprenant, parce que justement le rapport Racine, c'est pas ça. C'est dans les catégories que j'ai vues de classage un peu des différents rapports. Il y a une historienne comme ça qui en distinguait trois, qui disait il y a le rapport scientifique Mhm. pour dire bah, scientifiquement les choses sont comme ça. Ok. Le rapport de réflexion, qui je pense est le rapport au calage de coin de table, hein, le plus souvent. C'est-à-dire Ouais. on dit ouais, on a demandé à un gars de réfléchir, Mm. et il y a un gars qui arrive et qui vient plus tard avec un rapport ouais, j'ai vachement réfléchi, man. Ok, bon, on va caler la table avec ton rapport, tu vois, et puis on va réfléchir à ce qu'on fera pas Je avec. rigole pour pas pleurer, Voilà, mais. voilà, c'est souvent ça. Et il y a une troisième catégorie de rapport, c'est le rapport de proposition. C'est comme ça que cette historienne distingue en fait les Mhm. trois catégories. Et le rapport Racine, c'est ça. C'est-à-dire, dans le rapport Racine, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que la partie 2 Ouais. s'appelle L'État au défi d'agir. J'aime beaucoup ce titre. Le titre est incroyable. Ouais. Donc, dites-nous dans le chat si vous pensez que d'ici à dimanche, l'État relèvera le défi. Est-ce que, J'aimerais bien. est-ce que, Ouais. est-ce que l'État va venir alors, en plus, non seulement il a un défi d'agir, Mhm. mais il a un chemin tout tracé. Il a 23 recommandations qui sont d'une limpidité assez Mais oui. extrême. L'argent est là en plus, on nous dit où il se trouve. Enfin, c'est merveilleux. Donc n'hésitez pas à être là dimanche pour voir si l'État a agi ou pas. On en parlera longuement. Et d'ici là, on va passer la main au Club Distro. Donc restez ici pour le Club Distro. Ils vont prendre peut-être 4-5 minutes à s'installer tranquillement. Et puis dès qu'ils seront prêts, ils se connecteront pour vous montrer des super œuvres du Salon Central Upper. Alors là, je crois non, on m'avait dit de leur Et de bibliothèque leur personnelle. collection, ouais. Mm. Donc là, ils vont vous montrer le best-of de ce qu'il y a dans leur bibliothèque. Et ben, à dimanche alors. Des bisous dans Soyez le nombreux. chat, merci d'être venus, des bisous à toutes celles et ceux qui suivront ça plus tard en replay. Ciao, ciao! Ciao.
Le public en live depuis la maison de la radio. Alors, normalement, on a arrêté le string. Stop le recording.